press 7, 80 knots. La France prend le temps au bon devant votre point, niveau 08, gauche et attendez. Et bien bonsoir, monteur de attend Air France, en deux ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight already 401 to London Heathrow. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Ça commence, je suis plus habitué, moi je sais plus comment. Mais si, bienvenue dans la zone aéro. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. On a un revenant. Voilà. Je vous l'avais dit il y a 15 jours, les gars, il y aura une surprise pour la dernière avant Noël. Si tu l'as dit il y a 15 jours, c'est plus une surprise. C'est plus une surprise. Bon, bah écoutez, hein, c'est pas très grave, hein, on va faire avec. Hein. Le Free Flight, salut les gens et le barbu. Le barbu. Eh ben. Voilà. Ah bah oui, je me prépare. Parce que là c'est bientôt, il va falloir que je travaille. Là. Ouais, c'est ça. 24 au soir, là, je vais être surbooké. Ouais. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans la zone aéro pour cette dernière émission avant les fêtes de Noël, puisqu'après on va être off, et puis on reviendra évidemment en janvier. Faites coucou dans le chat, comme ça on vous salue en même temps, hein. Vous avez l'habitude maintenant. Bonjour, soyez polis quand même. Alors moi j'ai une question, c'est comment s'est passé ton petit trip là où tu étais? Ah bah ça s'est bien passé. Ouais. J'ai fait ce que j'avais à faire, et puis... Écoute. Puis voilà. Très bien, c'est parfait. Voilà. Aerosky 9901, bonsoir, bienvenue. Cynthia qui est là aussi. Nico a réussi sa meub traîneau. Ah ouais, alors ça c'était dur, hein, parce que j'ai eu une panne de reine. C'est dommage. Ouais. Bon, bah, sur les 8 ça va quoi, mais... Après il faut rassurer les enfants pour les cadeaux. Hein, parce non, que, mais ouais, c'est la reine, il y a une mal de l'air. Tu vas changer l'huile? Ouais, mais le pire c'est qu'il y a une gastro quoi. Donc, ah bah c'est dommage si tu conduis juste derrière. Hein. Donc, bon bah tiens justement il y a Toilette Pepper Kit qui est là. ah bah voilà. Il tombe bien. Toilette Pepper. Voilà. Bonsoir à toutes et tous. Euh... Bon, bah en tout cas, ça fait plaisir de te retrouver pour cette dernière avant le truc. Bon, on a pas mal de choses à aborder dans cette émission. Je vais faire et tout. Hein. Bah oui, mais très bien. Ça rigole pas. Il faut combien de rennes pour garder le vario positif, nous demande Toilette Pepper Kit. Ça dépend de quel côté. Voilà, t'as ta réponse. Voilà. On enchaîne. Un peu d'écho, ouais, c'est normal. Il y a un petit peu d'écho. On va régler ça juste après, puisqu'il y a deux micros qui sont ouverts. Attendez, bouge pas. Si je fais ça, c'est peut-être un peu mieux, non? C'est bon? Vous allez nous dire. Donc l'accueil, évidemment, soyez les bienvenus sur Twitch, puisque vous le savez, nous sommes en émission en direct sur Twitch. C'est le mien qui doit marcher mieux là. C'est le tien? Ah, parce qu'il était éteint. Ah, c'est peut-être ça. Voilà. Ça doit être un peu mieux là. Donc du coup, ça devait passer par le tien. C'est possible. Donc sur Twitch, évidemment, vous pouvez poser vos questions comme d'habitude. On les met de côté et on échange avec nos invités, puisque c'est le principe. Et puis évidemment, bonsoir à celles et ceux qui nous suivent sur YouTube. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous, hein, vous avez le petit pouce en dessous là pour être au courant de tout ce qui se passe. Ah tiens, il y a une coupure de caméra, visiblement ça va revenir, je vois que c'est marqué reconnexion. Donc en attendant on va passer ici, voilà. Donc le temps de récupérer l'autre caméra qui s'est déconnectée et qui se reconnecte. Donc oui, n'hésitez pas à venir nous rejoindre à la fois sur YouTube mais aussi sur Twitch, puisque c'est sur Twitch qu'on fait les choses. Bonsoir Elisa Vente qui vient d'arriver et salut Julot aussi qui est là. Salut Julot. Les follow évidemment sur Twitch, l'émission vous plaît, vous souhaitez poser des questions en direct, avoir les notifications quand on démarre les émissions, c'est en dessous la petite cloche sur Twitch, c'est gratuit, vous cliquez, vous avez les notifs. Et puis si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à le faire, hein, puisque c'est grâce à vous qu'on fait évoluer tout le matériel et on compte sur votre participation, que ce soit sur Twitch, sur Patreon. Les solutions sont multiples. L'abonnement sur Twitch qui déclenche les petites animations qui vous permet de voir les replays en primeur et puis de ne plus avoir de publicité, ce qui est plutôt pas mal. Et sinon, vous avez aussi la page Patreon. On est en train de développer des petits contenus spécifiques pour les gens qui nous soutiendront sur Patreon. On fera des petits trucs spécialement pour vous remercier. Voilà. Ah, la chaîne La Zone Aéro n'est plus en live. Est-ce que vous nous voyez? Elodie? Non, elle est là ou pas? Il n'y a pas une coupure d'internet? Non? Retour F5. Bon. Si, il y a dû y avoir une coupure d'internet. Est-ce que vous nous entendez?
Vous nous entendez ou pas? Ça avait coupé, chérie. Bug. Bug. Là, c'est bon ou pas? Est-ce que c'est revenu? Nous, on continue l'enregistrement, hein, parce que sur YouTube, c'est l'avantage. Vidéo 5, vidéo 5, coupure. Il y a dû avoir une petite coupure de réseau. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que... Ah bah oui, regardez, la caméra elle est revenue là. Il y a eu une coupure de réseau. Bah ça arrive, hein. Ce sont les joies de l'internet, ça arrive. C'est dans le faux plafond le réseau? C'est parce que c'est notre invité particulièrement alerte avec tout ce qui est internet, en règle générale. Donc c'est peut-être à cause de ça. En fait, dès qu'il rentre dans un périmètre donné, il y a des choses bizarres qui se passent sur les réseaux. Je l'ai vu se promener un soir, il était fluorescent. Ah, c'est peut-être ça. Hein. Bon, c'est bien. Alors voilà, les gens reviennent, donc c'est parfait. Les soutiens, donc on a dit Twitch évidemment. Il y a Patreon, on en a parlé, mais aussi vous pouvez le faire, vous qui êtes en train de suivre la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à relayer en fait les émissions sur vos profils. Il y a une émission qui vous plaît, bah, partagez-la. N'hésitez pas à le faire, hein. C'est juste un copier-coller sur votre mur, ça vous coûte rien et ça augmente la visibilité et l'algorithme et nous ça nous fait monter, donc c'est intéressant pour nous aussi. Donc n'hésitez pas à le faire et puis pour la communauté aussi parce qu'on augmente le nombre de personnes avec qui on échange et ça c'est super. Bien. Allez, c'est parti, on dépose le plan de vol de l'émission de ce soir. Ouais, c'est comme avant là. Ouais. Hein? Réveil. Oh pardon, je me suis endormi avec la petite musique. Le sommaire, on le fait apparaître, attention il va arriver. Il arrive là-bas. Hop, il est là, c'est bon. c'est là. Actualité du terminal dans un instant. On a pas mal de choses hein, à vous partager ce soir. Alors de mon côté j'en ai 5, toi t'en as une? Je vais faire Evelyne Deliotte, voilà. Voilà. Donc, moi j'en ai 5, toi t'en as une? Oui, une petite comme ça, je vais lancer un petit défi. Et il y aura un produit aussi à vous présenter tout à l'heure. Un petit défi aux téléspectateurs. Voilà. Enfin, téléspectateurs. Je parle comme Père Bellemare 1972 d'ici maintenant. Téléspectateurs. Téléspectateurs. Les internautatrices et les internautateurs. Fingergold 04, coucou, qui j'ai raté encore, je sais plus. Dites-nous, faites-nous coucou les gens sur le chat de Twitch. Donc, 5 news, un petit produit à vous présenter avant Noël, en plus ça peut être une belle idée. Oula, et puis ensuite, donc, la séquence au sol et en vol, séquence de ce soir avec notre invité. Ici en plateau, c'est Patrice Marinaro qui est avec nous. On va parler de navigation. Alors on oublie les bateaux, ce genre de trucs là, c'est pas ça. Ça va être sur des avions un peu particuliers. C'est un avion qui, si Est-ce qu'on parlait de navigation interstellaire? Eh ben, on lui posera la question. Avec les étoiles et tout ça. Ouais, on lui demandera. La navigation aux étoiles, nous dit Laure Gibus, tu vois. La navigation Internet, nous dit... Ben, on en parlera. Compas, ben, on va en parler de tout ça avec lui. Navigateur sur Transal, également TKI, il nous expliquera ce que c'est qu'un TKI, à l'ETPL théorique. Et puis, fin d'émission, comme d'habitude, remise de gaz, fort aux questions, une petite surprise pour la fin des émissions de la saison. Et puis, surtout, on vous présentera le programme du mois de janvier 2025 qui a été terminé aujourd'hui même. Donc, ça va être tout frais. Voilà. Vous avez acheté des cookies à votre invité. Pourquoi? Des cookies. Ah oui, d'accord, ça y est. Internet, navigateur, cookies. Pas mal. Toilette Paper Kit. Bien vu. Oui, donc en fin d'émission, la foire aux questions, remise de gaz. Donc voilà, je crois que c'est ça. Enfin, je pense avoir compris ça. Voilà, il va nous le dire. Il va nous le dire, Toilette Paper Kit. Voilà pour le sommaire de ce soir. Et puis, ben, on attaque tout de suite l'actu. Allez, bah oui, parce que là, je vois arrestation héliportée, c'est quoi cette histoire? Eh ben, on va le voir. C'est parti. Mes amis, il va y avoir de l'action dans les infos. C'est ça. Bougez pas. Hop. Bah oui. Nous, on est où déjà? Je crois qu'on est là, on va apparaître là. Voilà, comme ça on nous voit. Voilà. On est parti donc pour l'actualité du terminal de ce soir. Vous l'avez peut-être vu arriver, cette petite nouvelle, mais il y a les autorités brésiliennes qui sont intervenues lors d'une petite vidéo qui a été filmée en plus. Je vais essayer de vous la diffuser maintenant si j'y arrive. Logiquement, ça doit être celle-ci. Voilà. Donc, les autorités brésiliennes ont remporté une victoire dans leur lutte contre le narcotrafic, puisque un petit avion, qui est comme, voilà, c'est
parce que c'est que cet avion, on dirait, c'est pas un PA-28, peut-être un peu plus gros, peut-être un PA-28 R200, quelque chose comme ça a l'air d'être ça. Vasmer. Ouais, je dirais plus un Piper. Ouais. Qui transportait 400 paquets de cocaïne a été intercepté, mettant en lumière une nouvelle fois l'ampleur du problème au Brésil. Cette arrestation s'inscrit dans le cadre d'une opération plus large qui a été menée depuis 2020 déjà, et qui a permis de démanteler un vaste réseau international de trafiquants de drogue. Des dizaines d'arrestations ont été effectuées et d'importants biens ont été saisis, dont des avions et des hélicoptères. Donc on sent qu'il y a quand même une petite structure derrière tout ça. Et le réseau criminel qui opérait au Brésil, en Europe, au Cap-Vert, était impliqué dans du trafic de cocaïne, du blanchiment d'argent. Et malgré ses succès, la lutte contre le narcotrafic au Brésil reste un défi majeur et fait un peu le quotidien de l'actualité. Cette vidéo incroyable, c'est dangereux le transport de sucre en avion. Ah oui, ça on peut le dire. De l'import de farine brésilienne, oui c'est ça. C'est de la farine magique. C'est ça, c'est de la farine qui donne des idées. Mais bon, change les idées. C'est pas un beau métier quoi, pilote là-dedans. Alors il y a un chouette film d'ailleurs qu'on peut conseiller, c'est celui avec Tom Cruise là, avec Barry Seal. Voilà, le film Barry Seal. Si vous l'avez pas vu, essayez de le regarder ou c'est consacré un peu à ce truc-là. C'est d'après une histoire vraie, c'est assez impressionnant en fait. Ouais. C'est d'après une histoire. Vous pouvez le voir. Voilà donc pour la première actu de ce soir. On continue avec des nouvelles technologiques, on va dire. C'est la société Safran, on en a parlé avec Michel Polacco il n'y a pas très longtemps. C'est quoi ? Héritière de Hispano-Suiza. Ah oui, Hispano-Suiza. Alors, Hispano-Suiza qui faisait les moteurs de SPAD. Et des moteurs de voitures aussi. Voilà. Safran qui révolutionne la propulsion aéronautique puisque le groupe a dévoilé un nouveau compresseur qui est la pièce maîtresse des moteurs à architecture un petit peu révolutionnaire comme il le présente, qui sera plus léger, plus efficace. Ce moteur développé dans le cadre d'un projet qui s'appelle RISE promet la réduction de 20% de la consommation de carburant. Et pour tester cette innovation, ils se sont dit on va pas s'arrêter là. Safran a construit le B-Cover. Voilà, vous voyez les t-shirts des messieurs là. B-Covers, qui est un banc d'essai unique en Europe. Et ce centre d'essai de pointe va permettre de simuler toutes les conditions de vol et de valider les performances du compresseur pour, à terme, essayer d'en équiper les futurs avions de ligne et de contribuer à réduire l'empreinte environnementale de l'aviation. Donc, vous voyez, c'est pas une petite installation. C'est ça qu'on va mettre dans les avions. Alors non, ça c'est le banc d'essai et le compresseur en fait il est dans la photo de droite, là on voit les gens qui sont autour, qui l'admirent. Il est petit. Ils ont l'air de l'aimer, en tout cas. Voilà. Donc à suivre cette histoire. Dyson a du souci à se faire. Des aspirateurs comme ça. Une autre petite news insolite. 53 années après le crash, c'est le titre, c'est une énigme de 53 ans qui aurait enfin été résolue. C'est les enquêteurs américains qui affirment avoir localisé l'épave d'un avion privé, un petit jet privé qui avait été disparu dans le Vermont il y a plus de 50 ans. Et des recherches qui avaient été menées plusieurs reprises, on n'avait rien trouvé. Et puis récemment, on a réussi à retrouver une épave d'avion grâce notamment à des petits drones sous-marins qu'on a envoyés. Et l'épave a été retrouvée dans un lac non loin du dernier signal qui avait été enregistré à l'époque. Donc l'identification formelle reste à confirmer, mais cette découverte apporte quand même un certain réconfort aux familles qui depuis 50 ans attendent que monsieur ou madame tape à la porte le lendemain matin. Et pour l'instant c'est pas produit. Donc maintenant on se doute que ça risque d'être beaucoup plus délicat. Ceci étant dit... sur les petits drones là, qu'ils ont utilisés, j'ai appris tout à l'heure à la radio qu'ils allaient redéclencher les recherches pour rechercher l'avion de la Malaysia Airlines, le MH370, qui avait disparu des écrans radars, qu'on n'a pas retrouvé. Et donc ils vont reprendre les recherches, et je crois que j'ai entendu qu'ils allaient utiliser justement... Des drones ? Des petits drones sous-marins comme ça pour faire les recherches. Dans une zone de 15 000 km². Mais il va falloir du drone ou de la batterie, au choix. Donc les causes exactes par contre du crash demeurent inconnues. Après on soupçonne beaucoup les conditions météorologiques qui étaient assez extrêmes au moment de la disparition. Donc voilà, on pense que ça s'est mal passé, qu'il a fini dans ce fameux lac. Et vous voyez l'équipage qui composait l'avion en bas à gauche sur la photo. Vous voyez.
Voilà, on enchaîne avec une petite nouvelle qui va réjouir nos amis bourguignons. Ah, bah oui, tu te souviens, on avait eu notre ami Jacques Bottelin, oui. Speedy, qui était venu nous voir. Et ben là, aujourd'hui, les choses avancent, puisque la société Babcock France... C'est une bonne nouvelle. Lance, par le rachat des fameux L39, anciens L39 de Apache, que vous connaissez tous, qui officiaient sous les couleurs de Breitling il y a un certain temps, qui était la première patrouille de jet privé au monde, Babcock lance une académie de pilotage de chasse en France. Donc le groupe a acquis 11 avions, des L39 Albatros, pour former des pilotes militaires, notamment pour les forces aériennes internationales. D'accord. Ils vont rester basés à Dijon, ça c'est sûr, et l'académie va proposer des programmes complets qui vont de la formation initiale à la spécialisation en mission d'appui aérien rapproché. Les cours seront dispensés par d'anciens pilotes de chasse, évidemment. Il y en avait un certain nombre chez Breitling à l'époque. Alors je ne sais pas s'ils seront les mêmes ou pas, ou il y aura peut-être du nouveau personnel, mais ce sont des pilotes expérimentés et adaptés aux normes OTAN, puisque c'est un peu ça l'objectif. Et cette initiative va permettre à Babcock, qu'on connaît aussi pour des opérations, par exemple pour le SAMU, pour plein d'autres choses, de renforcer son offre de service en matière de formation militaire et de soutenir les opérations aériennes de ses clients. Voilà. Je devine un certain marché qui est en train de s'ouvrir là, quelque part. C'est possible. Tu veux dire du côté de... Un petit peu à l'est. Un petit peu à l'est, oui, c'est possible. Voilà, en tout cas... en plus pour mettre des gens dedans, pour les entraîner. C'est quand même une bonne nouvelle pour, une bonne nouvelle, pour Jacques. Hein. Bah oui. Voilà, on continue avec cette petite nouvelle historique, puis après on va rester un peu dans l'histoire avec la tienne. Ça s'est passé un 20 décembre, puisqu'on est le 20 décembre. Qui a vu la série Master of the Air? Moi, je l'ai pas vu. T'as pas vu? Non. J'ai eu l'occasion de la voir, là. Faut la regarder. C'est une belle série, ouais. Oh, bah, on pourra faire une petite chronique là-dessus. Sur le 100e bomber, là. Ouais. Il faut vraiment la voir. Donc c'est pour ça que je vois le B-17 et je me dis... Ouais, Free Flight l'a vu. Voilà. Donc un geste d'humanité. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'en plein conflit, au-dessus du ciel allemand, un événement inattendu va marquer les esprits, on en parle encore aujourd'hui. Un bombardier américain, B-17, criblé de balles, vous l'avez sur la photo en haut à droite, et à bout de souffle, était pourchassé par des chasseurs ennemis. Cet équipage, blessé, désespéré, emmené par un certain sous-lieutenant Charlie Brown, croyait sa dernière heure arrivée, il y avait des avions allemands partout autour. Et puis finalement, le destin va en décider autrement, puisque le pilote allemand, dénommé Franz Stigler, que vous avez en bas à droite sur la photo là, des deux pilotes, donc il y a Charlie Brown à gauche et Stigler à droite, il s'est rendu compte de l'état lamentable du B-17 et il a pris une décision qui allait bouleverser le cours de l'histoire de l'aviation. Puisqu'au lieu de l'achever l'appareil comme il aurait dû le faire, conformément aux ordres, il a décidé d'escorter le B-17 en difficulté jusqu'à la mer du Nord. Donc ce geste, empreint d'une humanité qui était quand même inattendue, allait à l'encontre de toutes les règles d'engagement. Et en effet, en pleine guerre, les pilotes ennemis ont la consigne de détruire les avions, puisque ce sont des cibles légitimes. Et pourtant, face à la détresse de l'équipage, Stigler choisit de faire preuve de compassion. Et ce geste héroïque a été dissimulé pendant un certain temps, parce que c'est quand même risqué, on va dire, pour le pilote allemand. Et il a été révélé des décennies plus tard. Et les deux hommes, donc Stigler et Brown, se sont rencontrés et sont devenus amis. C'est quand même beau. Et leur histoire dépasse les frontières et les idéologies, puisqu'elle est devenue un symbole de l'humanité qui peut subsister même dans des moments sombres. Et elle rappelle que même au cœur d'un conflit, il est possible de trouver des actes de bonté et de compassion. Et c'en est un bel exemple. Voilà pour la petite anecdote. Eh bien, justement, en parlant de belles choses dans l'aviation... Regarde si ça rebondit pas bien. Notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, je vais vous parler d'un pilote qui a disparu le 11 décembre, c'est pour ça que, là, comme on est encore au mois de décembre, qui a disparu le 11 décembre 1941. C'est un pilote qui a laissé une belle trace dans l'histoire de l'aviation. Il a laissé un texte magnifique. Est-ce qu'il y en a qui ont deviné peut-être de qui je parle ? Allez, c'est une petite question, un petit quiz pour le chat. Est-ce qu'il y en a qui voient? Alors, c'est pas Saint-Exupéry. Non, c'est John Gillespie Maggie. Syntaxe, tu vois. Non, pas Syntaxe. Trop facile. John Gillespie Maggie. Qui connaît ce monsieur? Ce jeune homme, on va dire, parce qu'il est mort très jeune.
Quel âge? Je sais plus. Alors, 22, 41, bah, ça fait 19. Ah oui, d'accord, oui, bah, en effet. Ça fait très jeune. Collision, Spitfire, pilote de Spitfire. Mmh. Et donc, c'est lui qui a écrit le célèbre poème Au vol. Ok. Est-ce que quelqu'un se connaît ce poème? Parce que ça, c'est un magnifique poème. Peut-être Fred, tous ceux qui, Fred, ça se trouve, Fred, il le tous connaît. ceux qui volent, ils ont certainement vécu ce moment-là. Il faut le lire, ce poème. Apparemment, Coucou les amis, tu vois, Fred, il est là. Oui, nous dit Cynthia. Ah, c'est voilà. bien ça. Voilà. T'as été bien formé. Hein, donc bravo. ça, au vol. En anglais, c'est high flight. En anglais? En anglais. Bah, c'est bien. High flight. Pour le Voilà. FCL. Ouais, mais voilà, mais parce que je passe le FCL 55 demain. Voilà. Du coup, Il va pas high flight. être cuisiné. Voilà, j'espère que je l'aurai rien qu'avec ça. Bah oui. Donc je conseille à tout le monde de rechercher sur Internet, de lire ce poème. Alors il y a des traductions françaises qui sont mal faites, à mon goût, hein, des mots qui ne sont pas traduits comme il faut. Hein, bon. Ouais. Mais bon, voilà. Après, C'est un truc à lire. Ouais, c'est un truc à lire. Et je suis sûr que tout pilote qui a volé Va se reconnaître un peu dans ce qu'il a vu, en fait, à travers son cockpit, à travers sa verrière. Il va reconnaître un peu ce qui a été décrit dans ce poème. Alors, autre chose, petit défi là, que je lance aux C'est la séance de défi. internautateurs. Donc, John Gillespie McGee a un lien indirect avec Poppy Boyington. La question, c'est de savoir pourquoi. Voilà. Quel est le lien entre Poppy Boyington? Alors, je vais aider un peu, c'est plutôt avec la VMF 214, le Black Sheep Squadron, les têtes brûlées. Quel est le lien donc John Gillespie McGee et les têtes brûlées qui se battaient dans le Pacifique? Et Donc, lui, il Black était sur Sheep, les Spitfire. moutons. Donc peut-être qu'ils avaient le nom d'escadron des moutons et McGee était allergique aux moutons? Non. Non. Bon, j'aurais tenté. Bon, c'était un peu tordu. Est-ce que vous avez tous compris là, ma question? Parce que des fois, hein? Trompette. Trompette. Non. C'était pas un joueur de trompette? Non. Non. C'est en train de, à mon avis, la Google est en fusion. Là. Ils sont tous en train d'être sur Google, là, en train de Il a rechercher. inventé la crème brûlée. Il a inventé les têtes brûlées. Ah oui, il a inventé la crème brûlée. Non Non, c'est plus. pas. Ah. C'est la crème brûlée. Non. Non, c'est pas la crème brûlée. Il était pas catalan, donc c'est pas ça. Ok. Bon, bah écoutez, si vous avez C'est la un lien réponse, direct, hein, c'est. on leur laisse la Ils mission. ont volé pour tous les trouver. deux sur. Oui, Bah voilà. je peux dire à la fin. Tous Ils les ont deux volé sur tous les deux Corsair. Non. C'est pas ça non plus. Lui, il était sur Spitfire, bah, il arrivait du Canada, en fait. Américain, qui est passé au Canada, qui est venu s'entraîner donc en Angleterre, sur Spitfire, et il est mort en 1941 d'une collision en vol, quoi. Et puis. Ils avaient des ailes cassées tous les deux. Non. C'est pas ça non plus. Non plus. Ok. Bah écoutez les amis, on vous laisse C'est assez chercher. curieux comme lien. C'est improbable, en fait. Bon. Mais bon, Ok. c'est rigolo. On vous laisse Quand j'ai chercher. appris ça, j'ai trouvé ça rigolo. Si jamais vous trouvez, vous le marquez dans le chat et puis. Ouais, marquez-le dans le rebondit chat, on va pendant, surveiller. S'il y a la bonne réponse, je le dirai à ce moment-là. Ouais. Ok. Parfait. Et son cousin, nous dit Fred. Qui est qui? Bah Maggie et. Les Boyington? Oui. Ah, on se rapproche. Ils On se vont- ils vont le rapproche, trouver avant la fin de l'émission, tu vas voir. Fred Dutt, il se rapproche. Alors, Beau frère. pendant que vous continuez de chercher, je vais vous parler Cousin, oui, mais pas avec Boyington. Allez. d'un petit produit, parce que je suis sûr que parmi vous, il y en a qui n'ont pas encore fait les cadeaux de Noël. Vous ne savez pas quoi offrir. Eh bien regardez, il y a notre ami Francky Ah bah, je de connais. Airborne Design, hein, qui a sorti son premier livre. Et regardez, voilà, regardez Si c'est à quoi pas ça ressemble. Beautiful. Illustraire, ça s'appelle Une année d'illustration. Voilà. Que vous pouvez retrouver dans sa boutique. Et merci Julot qui nous met le lien de la boutique de Francky. Hop, regardez, il y a même des Tiens, petites ouais. cartes dedans. Ah ouais, c'est sympa, dis Tu vois, ouais. il a mis le truc. Et puis c'est Ah, lui bah, là. Hein. ça c'est lui. Vous avez Ah, vu? C'est lui là. On le voit. Ça c'est lui. C'est Francky. Bon, vous le connaissez, hein, puisqu'il était venu en Ça c'est interview pas lui. dans la zone aéro. Et vous voyez, à l'intérieur donc de ce livre Airborne Design, vous avez différentes catégories. Ça commence par les hélices, qui sont ici. Hop, voilà. Les hélices. Et vous retrouvez une partie des illustrations qui ont été faites par Francky. Regardez, Ah, elles sont c'est pas belles, hein. chouette. Ah non, sont mais très belles. il a un talent qui est incroyable, Ouais. Francky. Voilà. Tu vas voir qu'il va finir peindre de l'air un de ces jours. Ah Enfin, bah quoique, oui. il travaille pas que pour
Alors je vais vous dire, moi, j'ai un lien particulier avec... Patrick Boynton? Non. Ah. Non, avec Francky, parce qu'en fait, je lui ai fait une commande. Ah! Pour illustrer un de mes jeux. Et oui. Donc j'ai fait un jeu. Mais ça y est, c'est fait? Ah bah oui, c'est... Voilà, il m'a fait... C'est fait, c'est imprimé et tout? Ah bah le jeu, non, voilà, pour l'instant, c'est un prototype. Mais voilà. Et là, il n'y a plus qu'à régler ensuite les droits complets pour l'image, que je lui réglerai dès que je produirai le jeu, quoi. D'accord. Mais voilà. Regardez si c'est pas joli. Il m'a fait une très belle, belle couverture ça de boîte. Ça va plaire à Fred, ça. Regardez. De quoi, la pin-up? Ben non, oui. Ah. Bah oui, mais aussi les deux TB30 Epsilon qui sont dessus. Ah bah oui, Fred, d'accord. ça y est, je veux ce bouquin. Il y a pas mal de choses. Excellent, un Zébulon, tu vois. Il y a... ah ben ça va plaire à notre invité. Ah voilà, hein. Il y a pas mal de trucs, tu vois. Sandstorm, on te laisse ça feuilleter, si tu veux, pendant le truc. Voilà, Toulouse. C'est pas mal, hein. Il travaille bien, notre ami Francky. Les fameux Pélicans, évidemment. Orléans. Non. La 400M. Et puis vous avez évidemment tout ce qui est réacteur avec le fameux le Mirage 3. Voilà. Vous avez pas mal de choses. Bon, on va laisser un petit peu de suspense aussi. Évidemment, le Rafale, celui-là, il fallait que je vous le montre. Tac. Le Mirage aussi, le Mirage 2000. Bref, il y a pas mal de choses et c'est un excellent bouquin. Et d'ailleurs, je crois que toutes les illustrations qui sont dedans, vous pouvez aussi les faire tirer en grand format. Ça se passe sur la boutique Airborne Design de notre ami Francky, qui a un talent incroyable. Donc n'hésitez pas. Si ça vous plaît, allez faire un tour, vous ferez une bonne action, à la fois pour quelqu'un à qui ça va plaire, et en plus de ça, pour soutenir Francky, puisqu'ils sont oui. Il est illustrateur professionnel, et merci à lui de nous avoir envoyé ce bouquin, qui est très très chouette. Voilà, donc je vais l'acheter aussi, parce que... Mais bon, j'ai un jeu, je vais demander une illustration, il y en aura d'autres derrière, certainement. Eh ben écoute. Ben oui, parce que j'ai besoin d'illustrateurs, donc... On a terminé l'actualité du terminal, les amis. Elle était un petit peu plus longue ce soir, mais au moins, vous avez des billes sur l'actualité aéro, puis sur Noël. Donc normalement, tout va bien. On y va? Séquence au sol et en vol, parce que on a notre invité qui est là. Il faut quand même qu'on puisse parler de ce dont on doit parler ce soir. C'est la séquence au sol et en vol. On va retrouver Patrice qui est avec nous. On va parler navigation, on va parler transal, on va parler du métier de navigateur aérien, on va parler de reconversion, on va faire plein de choses. Donc on le retrouve tout de suite, séquence au sol et en vol. Et voilà. Alors attention, regardez bien, hop, on met la caméra qui est ici, on la décale, et le voici, il est là. Eh oui. Bonsoir Patrice. Bonsoir tout le monde. Alors déjà, on va voir si ça fonctionne bien. Potoche. Bougez pas, ne bougez pas. Hop, je fais ça, vas-y voir, essayez voir de parler là. Blablabla. Est-ce que vous entendez bien Patrice ou pas? Déjà, vous allez... Coucou Pat, nous dit Fred. Ah, bah tu le connais, Fred? Oui, je connais Fred. Oui. Donc, on va pas changer une équipe qui gagne. J'aime bien ce qu'il a dit, c'est intéressant. Hein. On va commencer. On change pas une équipe qui gagne? Non, blablabla. Ah oui. Oui. Non? Non plus. Toujours pas bon? Si, ça y est, c'est revenu là. Ah.
C'est revenu, ok. Bon, il y a eu une petite coupure. Retour, c'est bon. Retour. Bon, voilà, il te reste 9 secondes, Patrice. Ah, ok, d'accord. Bon, bah alors... Donc 84. Dans 84... Entrée dans l'armée de l'air. Entrée dans l'armée de l'air. Bon, je vais passer sur les détails. Breveté navigateur en 85. Ah oui, un an après. Oui, quasiment. Et affecté à mon premier escadron de transport l'Anjou, à Évreux, le 1er avril 86. Sur Transal. Sur Transal, bah oui. Et de là, ensuite, progression normale, passage de qualif, et j'obtiens la licence de commandant de bord le 1er janvier 91. Et donc à partir là, oui, parce que je précise vite fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a que les pilotes qui pouvaient être commandants de bord, navigateurs aussi. Ouais. Parce que le commandant de bord, un petit aparté, le commandant de bord, il gère la mission dans sa globalité et pas que le pilotage de l'avion. Oui, d'accord, c'est pas que la responsabilité du pilotage de l'avion. De l'avion, de la mission et tout ça. Ouais. Tout le reste. Ok. 91. Ensuite, diverses affectations. 91-93, j'étais à Djibouti. Ensuite, je suis rentré affecté Transal Gabriel à Metz. Ouais. Voilà. Et puis après, j'ai fait de la TPL à partir de 2000. Plus de Transal, mais de la TPL, mais toujours de la formation de jeunes navigateurs. C'est un choix personnel ? La formation, oui. Ouais, d'accord. Et puis, voilà. Et la TPL, un peu par voie de conséquence, parce que comme j'avais été affecté entre-temps, à peine un an à Toulouse, justement, en tant que chef d'escadrille pour faire de la formation en vol, et ils ont fermé. Ah bah. Et voilà, donc il fallait trouver autre chose. C'était soit retourner à Metz, dans le nord, ou soit faire autre chose de complètement différent. Et donc j'ai fait le différent, c'est-à-dire faire de la TPL à Salon de Provence. D'accord, donc à la base de Salon de Provence. On salue Wesh Bichelet qui vient d'arriver dans la zone aéro. Bonsoir. Et également Camille Nottegirl Robbie qui est parmi nous. N'hésitez pas, follow la chaîne les amis, comme Wesh Bichelet vient de le faire. Si le contenu vous plaît. Bienvenue les gars. Mademoiselle aussi, je suppose. Ok, donc là on a fait un gros synoptique. Alors je termine. Oui, juste, vas-y. Juste que ma carrière militaire s'est arrêtée le 1er janvier 2011. D'accord. Voilà. Statutairement, j'étais en fin de contrat. Et depuis, je suis civil et je fais toujours de la TPL en tant que TK. En tant que civil. Tu veux pas lâcher. Retour dans le Nord, choix impossible, nous dit Free Flight. C'était ça ? Ouais. Ah ben voilà. Non, j'aurais pu, mais j'aurais pu. Mais t'as pas voulu ? Non. Ok, ben voilà. Non, parce que à un moment donné, dans une vie, on met en avant la vie de famille par rapport à la carrière. C'est un choix. Et voilà. Et donc moi, côté familial, ça passait pas du tout dans l'Est. Pourtant, il y a de bons trucs là-bas. Qu'est-ce que le TPL ? Je suis novice. On va l'aborder, Wesh Bichelet, il n'y a pas de souci. Oui, le problème de l'Est, c'est que tu peux passer 6 mois de l'année sans voir le soleil. Alors toi quand tu montes au niveau 180-200, le soleil, tu le vois tous les jours s'il faut. Mais les gens qui restent au sol, c'est moins drôle. Ils ont tendance à déprimer un peu. Ok. Je fais une petite parenthèse parce que donc tu étais navigateur. Oui. Et je fais une petite parenthèse parce que je reviens sur la série sur Master of the Air, où on suit un navigateur justement Je crois que j'en ai entendu parler de B-17 par une élève à Metz, à Montpellier de l'ESMA, et qui était en formation à distance et qui m'a dit j'ai vu une série, un truc sur les navigateurs qui est absolument vachement bien. Voilà. Et ce qu'on apprend beaucoup et ce qu'on découvre en fait dans cette série-là, c'est le boulot du navigateur pour tous les bombardiers en fait. La préparation des vols, c'est assez impressionnant. C'est figé ? Ah bon ? Bah non, nous c'est pas figé. Pour moi c'est Patrice. Ah si ? Ah si, c'est figé. Ah ouais, non mais là il y a des coupures de réseau de fou là. Bon, on continue pour les amis de YouTube, de toute façon, pour YouTube, c'est en train d'enregistrer. Voilà. Et oui, Bug. C'est Master of the Air, c'est ça ? Master of the Air, ouais. Et ça passe sur quoi ? Ça passait sur Canal, je crois, il me semble. Master of the Air, ouais. Et donc, pilote, copilote B-17, tout ça. Et puis, et notamment, il y a un navigateur. Donc,
Puis en plus, il est malade dans l'avion, tu sais, au début, on voit. Et puis, mais en fait, c'est à un moment, il prépare l'émission. Bah oui. Tu vois, pour le lendemain et tout. Donc, non, ça, c'est très, très intéressant. C'est du boulot. Le navigateur, c'est plus du boulot de préparation, en fait. Ouais. Parce que, puis surtout, enfin, je sais pas, tu as fait. On va parler déjà de ta carrière, du coup, de navigateur. Parce que c'est dans des théâtres d'opération assez délicats quand même. Donc, il faut prévoir les endroits où il y a de la défense antiaérienne ou des trucs comme ça, non? Enfin, je veux pas non plus dévoiler des trucs secret défense, mais... Non, mais... il faut prévoir tout ça, non? Oui et non en même temps, parce que ça dépend dans quel cadre. La partie défense aérienne, prise en compte de la défense aérienne, ça s'est joué un peu plus quand moi j'ai quitté, parce qu'il faut de l'autopro, de l'autoprotection avec les lanceleurs, etc. Parce que si t'en as pas, il n'y avait pas ça dans les transats. Nous c'était pas vraiment, c'était les débuts. C'est un gars qui agitait le mouchoir blanc par le carreau. Il jetait des billes par la... Ça c'était pour l'électromagnétique. La cigarette. Et puis chewing-gum, tout ce qu'il y a venu. Allez, par la fenêtre, les gars. Non, en fait, moi j'ai jamais eu à utiliser ni à être briefé sur l'autopro. D'accord. Et après sur Transal Gabriel, on n'avait pas ça. On le prenait en compte quand même, mais notre autopro quelque part c'était l'équipe arrière. D'accord. Qui était censé écouter. Enfin après c'est du renseignement, donc écouter en temps réel pour mettre à jour leur banque de données, mais en même temps pour faire un petit peu le boulot de la WACS, mais pas tout à fait quand même, parce que c'est pas c'est assez limité quand même à ce niveau-là. C'est limité, et on fait pas de contrôle. Comme la WACS c'est du contrôle aérien, mais ils ont une vision un peu plus large du théâtre. Radar par au-dessus. Nous, c'était plus du renseignement et c'était pas prévu d'être exploité en temps réel. Mais si les gars étaient à l'écoute du bon site radar et que comme il y avait des linguistes et si en bas ils sentaient que ça chauffait, ils nous auraient averti direct, sachant qu'ils étaient aussi concernés vu qu'ils étaient à bord. En plus. D'accord. Et oui. Et donc, par exemple, Djibouti, c'était pas un peu chaud, entre guillemets, comme endroit à voler là-bas? Alors, non, pas spécialement. On va dire ce qui risquait le plus, c'était de prendre des bastos. D'ailleurs, on en a déjà pris. On en a pris, mais on s'en est absolument pas rendu compte. C'est après, au retour de l'avion. C'est après, au retour de l'avion au parking, il y avait un trou dans la nacelle de train qui était orienté du bas vers le haut. Parce que, tu sais, la tôle était ouverte comme un chou-fleur, mais du bas vers le haut. Donc, la bastos, elle était arrivée d'en bas, quoi. D'accord. Donc c'est clair. D'accord. Mais sinon, il n'y avait pas de. Ils avaient surtout des armes légères, type Kalash et autres. Et c'est pressurisé un Transal? Oui, quand même. D'accord. Mais pas très bien. Il y a des fuites. Il y a des fuites intestinales. Vous laisse l'image. Et petite question comme ça qui me vient, parce que je sais que dans les années 84, 80... Non, tu venais de rentrer en fait, C'est parce qu'ils ont retourné des épisodes des Chevaliers du Ciel. Ah oui. Avec tout ça. Ils avaient tourné un peu à Djibouti, donc c'était pour savoir si tu avais eu l'occasion de croiser les tournages. Les équipes? Non, je n'étais pas. Ok. D'accord. Et d'habitude, tu poses toujours la question de savoir pourquoi. Oui, pourquoi personne on arrive à devenir navigateur. Pourquoi tu as un truc gris? Non, je déconne. Pourquoi navigateur? Au départ, pourquoi dans l'aviation? Pourquoi l'aviation? Pourquoi moi, est-ce que c'est depuis tout petit? Pourquoi pas le bateau, quitte à faire navigateur? C'est depuis tout petit d'ailleurs, parce que moi j'habitais à Tours, et à Tours il y avait l'école de chasse, et moi j'ai toujours voulu être pilote de chasse en fait. D'accord. Et alors, pour être pilote dans l'armée de l'air, soit on rentre par la petite porte, c'est-à-dire, il y en a qui connaissent peut-être, par la voie EOPN et OPAN, etc. Donc c'est les officiers sous contrat. Voilà, officiers sous contrat, ce que j'ai fait.
Aussi parce que je n'avais pas le niveau pour faire maths sup, maths spé, et puis les 2 ans d'ingénieur à l'école de l'air. Et donc, chez les gens sous contrat, c'est un peu, je dirais, par rapport au direct, hein, les gens qui font l'école de l'air, c'est un peu du consommable, c'est-à-dire il y a une sélection, et après ça dépend des époques, ça dépend des périodes. Et moi je suis rentré en 84, à une période où il y avait une sélection catastrophique, quoi, et je ne suis pas passé à travers les mailles du filet, quoi. D'accord. Et voilà. Et comme ils avaient besoin de navigateurs, ils ont pris dans ceux qui ne pouvaient pas poursuivre la progression dès le départ. Hein, et ils ont pris ceux qui avaient les meilleurs résultats au sol, dans les contrôles et autres. D'accord. Et donc on était 6 ou 7 à partir à Toulouse en formation navigateur. Okay. Et alors navigateur, moi quand je suis arrivé c'était que du transport. Après il y a eu le tronc, ils ont fait un peu comme à Cognac, c'est-à-dire tronc commun, tronc chasse, tronc transport. D'accord. Et tout au début il y avait des Alpha Jet à Toulouse, ils en avaient mis 2 Alpha Jet. Donc du coup tu as fait de l'Alpha Jet? Non. T'as pas fait de l'Alpha Jet? Non, j'ai fait du Mirage 3B par contre. Ah oui, ça peut être autre chose. À Colmar, mais sur une mission para. Où il n'y avait pas besoin de tout l'équipage pour larguer des paras en tour de piste, hein, en gros. Donc moi j'avais un copie, il avait son pote de promo qui était sur Mirage 3B là-bas. Et du coup je suis allé avec lui, on a fait chacun un vol. Ah c'est cool ça. Bah ouais. Bonne Et avant d'être grand, donc de rentrer dans l'armée de l'air, etc. Comment tu vivais cette passion de l'aviation? Tu vois, quand tu étais ado? Il veut savoir si tu as fait des maquettes. Voilà, est-ce que tu as fait des maquettes? Oui, j'ai fait des maquettes. Ah bah voilà. On y arrive. Les amis, juste 2 petites secondes, on salue Togalok. Togalok qui est là, pilote de 350. Ah, d'accord. Et il fête l'anniversaire de sa chaîne demain. Et j'aurai le plaisir de participer pendant une demi-heure, de 13h à 13h30 demain, sur sa chaîne, avec Togalok. On va discuter, ça va être cool. Togalok. Voilà. Très bien. Donc vous pouvez follow Togalok qui est dessus. Un petit shoot-out pour Togalok, les amis. Eh bien, bonsoir Togalok, puisqu'il dit bonsoir à la zone. Voilà. Merci Togalok d'être là. Donc tu faisais des maquettes, tu lisais des livres, comment tu... Ouais, j'ai jamais aimé la lecture, mais j'ai des encyclopédies de l'aviation. Ah, voilà. Ah bah oui. C'est certaines lectures alors. Mac 1, est-ce que tu avais Mac 1? C'est ça, ouais. Ah oui, Mac 1, très bien. Ah oui, des éditions Atlas. Voilà, ça c'était une très bonne encyclopédie de l'aviation. Ah, on donne des marques maintenant. Mac 1 maintenant, mais de toute façon c'est fermé. Pour en trouver, voilà, c'est... Et alors pour continuer on va dire cette déchéance de pilote de chasse à navigateur. Bienvenue dans la bonne humeur. Non, parce que quand même au départ, tu as une passion, tu as une vocation, enfin, tu pas une vocation, mais tu as tout un plan de vie. Et en fait, tout s'écroule. Ouais, bah oui. Et puis tu t'aperçois, avec la formation, avec ce que tu vis dans tes premières heures en escadron, et tu te dis finalement, c'est ce qu'il me fallait. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, pilote ou navigateur, transport, mais la chasse, c'était pas mon truc du tout. Au final, mais comment tu t'en rends compte, du coup, en côtoyant les autres? Ah ouais, d'accord. La mentalité du chasseur par rapport à la mentalité du transporteur, ça n'a strictement rien à voir. D'accord. Et parce que transport, tu vis en équipage. Quand tu pars en OPEX, tu es en équipage avec... alors, normalement, les gens s'entendent relativement bien. Normalement. Voilà, sauf celui qui change pas le rouleau de papier dans les toilettes du Trandal, quoi. Ça arrive. Avec lui, on s'entend pas, mais voilà, mais ça arrive que ça se passe pas forcément très bien. Mais moi, j'ai de la chance, ça s'est toujours très bien passé. Donc tu apprends dans le transport à être humble, parce que tu peux pas cacher tes conneries. Ouais. Il y a équipage 5, il y a 4 personnes qui regardent ce que tu fais, quoi. Donc si tu fais une connerie, ça se sait. Alors on n'est pas des machines, tout le monde fait des conneries. Et quand tu le reconnais, à la limite on en rigole et on boit une bière le soir. Voilà. Ouais. Et puis donc c'est pas trop grave. Non, ça va marcher. Ouais, il y a une ambiance d'équipe, une ambiance de... C'est ça, alors que dans la chasse, c'est un peu trop individuel, quoi. On est chacun dans son cockpit, et puis au sol, c'est à celui qui... Voilà, mais c'est un peu les seigneurs. Ouais. Mais en même temps, ils vont au carton, ils délivrent de l'armement.
Donc, quelque part, c'est normal qu'on leur demande d'être excellents dans ce qu'ils font. Le transport aussi, il faut qu'on soit excellent dans ce qu'on fait. Mais non, mais tu disais la déchéance, mais à tes yeux, effectivement, ça peut être vécu comme un échec. Mais je garde toujours une admiration pour tout ce qui est pilote de chasse. Ah bah oui, même si j'ai pas pu le faire. Voilà. Mais aux yeux de l'armée de l'air, t'étais utile, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On a besoin de tout le monde. Hein, ah bah à l'époque, oui, maintenant, non. Donc, la preuve, il n'y a pas de nav sur A400M. Tout fout le camp, mon bon monsieur. Tout fout le camp. Oui, mais apparemment, il faut être honnête. Maintenant qu'il y a le GPS couplé à des IMS, c'est plus la peine. Quoi. Voilà, ça y est, il commence avec les termes barbares, tu vois. Oula. Bah justement, on va parler des termes barbares et vous allez pouvoir poser vos questions à Patrice si ça arrête de couper, parce que apparemment, c'est encore recoupé. Alors les amis, je vous rappelle que l'intégralité de l'émission sera quand même enregistrée de toute façon, et donc on le mettra évidemment sur YouTube. Mais effectivement, on voit des sautes de réseau. Bon, ça, c'est indépendant de volonté, puisque rien n'a changé. Allô, Cognac G. Voilà, c'est la version Internet qui, visiblement, saute. J'ai du cognac. Cognac G. Encore Pierre Bellemare de 1972 qui parle. Sort de ce corps. Bah justement, en termes de termes barbares. Oui. TKI. Ça veut dire quoi, TKI? Alors, je vais essayer de prendre l'accent anglais. Hein. Yes. Normalement, tu devrais comprendre puisque tu... Yes. Ça y est, ça commence en Yes, my lord. I beg your pardon, my lord. What that mean, TKI? Non, ça veut dire Theoretical Knowledge Instructor. Instructeur de théorie. Instructeur de knowledge? De connaissances théoriques. Voilà, donc, de savoir théorique. C'est instructeur ATPL. Mais dans la phase sol initiale. Il y avait cette question d'ATPL, c'est quoi Air ATPL Traffic ou Transport, je sais plus, c'est Air Transport. Airline Transport Pilot License. Pilot License. Donc en gros, c'est la licence de pilote de ligne. Voilà. Oui. Enfin, c'est le théorique de la licence de pilote de ligne. C'est le code de la route du permis. Du pilote de ligne. Du pilote de oui, mais il y a différents permis. Il y a la TPL, il y a la théorie et il y a la pratique derrière. Oui. Voilà. Alors que, en tant que navigateur, je peux faire que de la théorie, parce que la pratique, comme je suis pas pilote. Mais il y a beaucoup de matières. 13. Donc toi, c'était que la navigation? Non, navigation, perfo et mass and balance. Alors c'est quoi tout ça? Navigation. Là, on va voir. Non, mais c'est de l'anglais, c'est l'English. Navigation. Performance. Alors, il y a dans les 13 matières. On va pas parler des 13 matières, peut-être. Déjà, on va tout. Non, mais déjà, on peut les citer. On va parler. Déjà, on peut les citer, les 13. Mais tu les connais? Non. Alors, il y a procédure opérationnelle, il y a droit aérien, c'est plus de l'administratif. Il y a météo, navigation, performance avion, masse et centrage, je fais en français, radio-navigation, on en est où? Il y a com. Ben voilà, c'est tout. Si, comme 13, non comme VFR et VFR, c'est deux différents. Oui, non, c'est tout regroupé. Instrument, instrumentation, mécavol, mécanique du vol. Et préparation suivi du vol. Ah oui, le 0,3, Facteur humain? Et facteur humain, 0,12. Et on doit arriver à 13 avec tout ça. Voilà, oui, ben on a dû faire le tour. Bonsoir Rox Firefox, bienvenue. Et moi je fais pas toutes les matières. C'est la matière que tu préfères. Je pourrais faire de la... Donc, tu fais le droit aérien? Non. C'est la Watt. Non, moi je préfère les matières où il faut calculer un peu. Quoi. De toutes les matières. C'est la Watt que je préfère. Il est en forme. Ça part en vrille. Allez. Donc, mais il y a de la navigation. Ah oui, il y a radionav et navigation globale. C'est quoi la différence entre les deux du coup? Un radionav, c'est plus l'utilisation des moyens radioélectriques, GPS, radar et autres. La navigation, c'est plus de la théorie de navigation. Sur une carte, on va dire. Sur une carte ou sur la Terre, avec les théories de on va dire parallèle, méridien, convergence des méridiens, tout ça. D'accord, donc on peut résumer ça, tout ce qui est géographique. Oui. Géographie. Il y a le temps aussi, toute la partie temps, c'est-à-dire les définitions du temps universel, des heures locales, les GMT. Ouais. Les fuseaux horaires?
Les fuseaux horaires, oui, et toute cette partie-là, et c'est pas forcément la plus facile, parce que c'est ce qu'on a besoin de connaître quand on voyage un minimum, parce qu'il y a des subtilités en fonction des différents horaires, on parle aussi beaucoup de la deadline, donc la ligne de changement de date. Alors je ne m'étendrai pas sur le sujet là, parce que il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est. C'est la ligne qui est opposée au méridien de Greenwich. Et où en fait on change de date. Voilà. On change de date. C'est-à-dire que sur un kilomètre, on peut être un jour à l'autre. C'est ça. D'ailleurs, au Nouvel An, vous le verrez. Au Nouvel An, vous le verrez. Parce qu'ils en parlent souvent, Nouvel An. Bah oui, où il y a des mecs qui font le tour d'ailleurs et qui remontent et qui font. Tu peux faire la fête pendant cette fois le réveillon. Faites attention à ceux qui veulent monter des heures de vol, dans le sens auquel vous volez autour de la Terre, quoi. Si vous allez dans ce sens-là, vous accumulez des heures de vol. Si vous allez dans le sens contraire, on vous enlève des heures de vol. Attention dans les aéroclubs du coup. D'accord, ok. Et c'est une matière qui est quand même compliquée parce que j'ai un certain nombre de connaissances qui disent oh là là, la navigation. Oui, mais quand on a un bon instructeur. C'est facile. Non, mais il a raison. Il a raison. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est vrai. On le précise. C'est vrai. Moi, normalement, si c'est bien fait, l'instruction de navigation, on démystifie tous les trucs. Les gens qui trouvent ça dur, c'est les gens qui respectent pas ce que je leur dis. Par exemple, je leur dis moi de travailler régulièrement la matière, et parce que la navigation, c'est il y a beaucoup d'heures d'ailleurs en plus, et toutes les connaissances au fur et à mesure du cours reposent sur ce qu'on a appris avant. C'est-à-dire c'est comme la construction d'une maison, on a des fondations, donc ça c'est les bases, et après on rajoute des connaissances, on rajoute des briques, on rajoute des fenêtres, et pour monter la maison, il faut utiliser les bases qu'on a travaillées avant. Voilà. Et le problème c'est que si on ne travaille pas les bases comme il faut, on arrive à un certain moment du cours où tout s'effondre parce que les gens ne comprennent plus rien à rien, parce qu'ils mélangent tout. Voilà. Donc il y a une petite logique à respecter, et si on fait ça correctement, on démystifie total, et la navigation, ça reste relativement facile. Parce qu'il y a quand même des thèmes barbares dans cette matière. L'orthodromie, l'oxodromie. Alors ça, c'est les termes en français, mais ça existe aussi en anglais avec un Y à la fin au lieu de IE. Ben, c'est les mêmes. Oui, c'est la même chose. Orthodromaille. mais le terme employé. Mais voilà, c'est pas des gros mots, mais je me souviens de ça, c'est. Okay. Donc le terme c'est Grid Circle, voilà. Et Rumline, voilà. Mais vous allez apprendre ça. Non, mais voilà. Ça c'est bien. Justement, tiens, on va, puisqu'on en a parlé, on va dire que la différence entre les deux. Enfin, c'est pas facile à faire. Ouais. Alors, l'orthodromie. Allez, l'orthodromie. Regarde, c'est quand même pas beau. J'ai un outil pédagogique. Une boule de alors, Noël. on va parler d'abord de l'orthodromie parce que c'est. Ben oui. Tu connais la différence entre. Attention, Attention, on est à l'antenne, il y a des enfants qui regardent. Le Père Noël et la Mère Noël. Ah oui, ouais, d'accord. J'imagine. Alors, un grid circle ou une orthodromie, c'est quoi? Un grand cercle, en français. Voilà, un grand cercle. Et il faut imaginer, si ça c'est la Terre, je la coupe en deux, avec un plan, c'est-à-dire avec un couteau ou une feuille de papier, qui passe obligatoirement par le centre de la Terre. Dans n'importe quel sens. Peu importe le sens, à partir du moment, si ça c'est le truc avec lequel je coupe la boule en deux, là. Tu passes par le milieu de la Terre. Je passe par le centre de la Terre et je peux couper dans n'importe quel sens, je m'en fous. Le poil, on va dire la surface. Je peux montrer à la caméra, comme ça au moins. Elle est là. La boule est là. La boule elle est là. Voilà. Donc quand on coupe, ça passe par le centre. Si on coupe en deux avec un plan qui passe par le centre de la Terre, et j'obtiens, on va dire, au point de contact entre ce plan et la surface de la Terre, ça fait un cercle. Ça fait un cercle, un grand cercle. C'est un grand cercle, un grid circle. C'est le diamètre en fait. Voilà, c'est le diamètre de la Terre et chaque portion de ce grand cercle
donne entre deux points A et B la distance la plus courte à la surface de la Terre. C'est toujours un grand cercle, la distance la plus courte. Et il faut savoir que les moyens de navigation à l'heure actuelle, on va dire sur les INS, alors les systèmes de centrale à inertie, fonctionnent en suivant des Great Circles. D'accord. Alors on peut donner des exemples de grands cercles. Oui. L'équateur est un grand cercle. L'équateur est un grand cercle. Oui. D'accord. Les méridiens aussi, qui sont... Alors, un méridien plus l'antiméridien. Oui, c'est-à-dire celui qui est de l'autre côté de la Terre. Voilà, de l'autre côté. Comme on disait, donc, celui de Greenwich, plus celui des dates. Oui. Voilà, ça c'est un grand cercle aussi. Voilà, ça passe par les pôles. Méridien 0 plus le méridien 180. Donc voilà ce que c'est qu'un grand cercle, et c'est ce qu'en fait les calculs sur les Great Circles se font pour déterminer et pour suivre une navigation qui permet d'avoir le chemin trajet le plus court d'un point A à un point B. D'accord. Je me souviens qu'il y avait des calculs comme ça, on avait des coordonnées géographiques du point de départ plus la coordonnée géographique du point d'arrivée, et il fallait calculer donc par le grand cercle le cap à suivre, en fait, c'est ça, hein, on peut faire ça comme ça. Ouais, tu peux, mais en fait, pour rester sur un grand cercle, à cause de la convergence des méridiens, la route, elle change tout le temps. Elle change tout le temps, voilà, c'est ça, faut faire. Oui. Alors par contre, là, et j'enchaîne avec le lien, c'est que si on veut suivre une route constante, enfin une trajectoire à route constante, à ce moment-là, on va suivre une loxodromie. C'est-à-dire que c'est une ligne à la surface de la Terre qui coupe tous les méridiens sous un même angle. D'accord. Et donc... mais en fait, ça fait une courbe ? En fait, ça fait une spirale. Ah oui, d'accord. Qui va vers le pôle, à cause de la convergence des méridiens. D'accord. Ok. Bon, c'est une science, hein, c'est intéressant. Hein. Moi, j'aime bien. On apprend des trucs. On apprend des trucs. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser. J'ai vu une question tout à l'heure qui passait. Déjà, il y a Cynthia qui disait c'est exactement ça sur les bases, sur les fondations, tout ça, acquérir des bases et puis après se reposer dessus. C'est notre ami Lord Gibus qui a posé une question qui parlait d'un streamer, je sais plus lequel c'est, qui a reconnu, voilà, c'est un YouTuber platiste qui a reconnu que la Terre était ronde suite à un séjour au pôle. Qu'est-ce que tu penses justement de la grande mode ? Parce qu'en ce moment, c'est un peu ça. On parle des gens qui disent... Il y a de plus en plus de gens qui disent que la Terre est plate. Bah évidemment qu'elle est plate. Ok. Alors, d'ailleurs, si vous regardez bien, AD 70, Claude Pied-Plus, dessus c'est les Shadocks qui habitent et en dessous c'est les Gibis. Voilà. On a dit qu'on allait parler de culture. Arc DME géant, nous dit Free Flight, c'est ça ? De quoi ? Le grand cercle. Le grand cercle. Arc DME géant, oui, on peut. Enfin, quoique, c'est sur un instrument radioélectrique. Il faut que le VOR il soit au milieu de la Terre, quoi. Ah oui. Non, oui, voilà, c'est le ça. VOR DME, il faut qu'il soit fait. Le DME, c'est un peu particulier. Le DME, ça donne une distance oblique par rapport à un point. Et effectivement, s'il est au centre de la Terre, le DME, t'auras. C'est un grand cercle. Elle va être l'ombre, le temps de faire l'arc. Ok. Si vous avez des questions, les amis, posez-les. Hein. On les incruste, il n'y a pas de problème. Le youtubeur qui était platiste, ouais, c'est ça, c'est un youtubeur platiste. Donc, c'est quoi, par exemple, le premier cours que tu as des nouveaux élèves, et le premier cours de navigation, c'est quoi ? Alors, comment tu présentes la matière, en fait ? Voilà. On présente dans ce qui est fait actuellement. Parce que moi je trouve que le plan de l'EASA des learning objectives, enfin des objectifs de formation, le premier truc c'est les définitions de la Terre. D'accord. Ah ouais. Ah bah oui. Avec les trucs caractéristiques, ce qui amène à définir, pas tout de suite la loxodromie et l'orthodromie, ça se voit un petit peu plus loin, mais on définit d'abord comment dire. Parce qu'il faut savoir de quoi on parle, donc il faut savoir. Il y a différentes lignes. On définit déjà ce qu'on appelle le WGS 84. Ah, ça rappelle le GPS, ça, quelque chose comme ça. C'est le World WGS Ground System là. Géodésique, non ? 84, c'est l'année. En fait, c'est ce qui définit, c'est ce qui permet d'établir les cartes. Ouais. C'est-à-dire. C'est les références, quoi.
C'est le principe basé et utilisé par le GPS d'ailleurs, et qui permet de définir les coordonnées, en fait, le parallèle, longitude, etc. à la surface de la Terre, et avec aussi la référence altimétrique, c'est-à-dire avoir une référence par rapport au niveau moyen des mers. Ouais. Donc on définit le niveau moyen des mers, à quoi ça correspond. Voilà, on définit... c'est ça, World Geodesic System. C'est ça. Géodétique. Voilà. Et voilà. Et en fait, ce WGS 84, il permet de... Enfin, il donne des latitudes et des longitudes sur un système ellipsoïdal. Donc une boule ? Non, c'est une espèce de terre aplatie, parce qu'il s'est basé sur la référence du GPS, donc des satellites, qui ont comme base de calcul, on va dire comme référence 0, c'est pas le niveau de la mer, c'est un ellipsoïde qui s'appelle rien du tout, qui s'appelle un ellipsoïde, qui est une référence mathématique et qui est justement une forme parfaite ellipsoïde, c'est-à-dire une terre aplatie. Si j'écrase un peu la boule comme ça et que je regarde de profil, je vais avoir une ellipse parfaite. D'accord. Et donc les coordonnées sont définies avec ça, mais par contre ça donnera la référence 0 du satellite qui va donner une altitude GPS. C'est cet ellipsoïde-là, ce n'est pas le niveau moyen des mers. Ouais. D'accord. Le niveau moyen des mers, il va être fonction, alors là, c'est des lignes qui prennent en compte la rotation terrestre et en plus la gravitation. Ah oui. Alors c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Il se trouve que sur l'Europe, allez, pour faire un truc générique, la différence entre les deux est de l'ordre de 50 mètres à peu près. C'est pas... C'est pas énorme, mais... à l'échelle de la Terre, c'est vrai que c'est pas énorme. Oui, mais bon. Oui, mais... À l'échelle locale. Alors, tout ça, c'est une référence. C'est une référence qui est basée sur la WGS 84. C'est basé sur une référence de 1984. Les Russes, leur truc à eux, c'est le PZ90. C'est pas le même système. Donc, c'est quasiment le même principe, mais c'est pas tout à fait la même référence. Donc en termes de coordonnées ça va, mais pour des raisons altimétriques, c'est pas exactement voilà. Donc le souci intervient quand il s'agit de faire des percées GPS avec des hauteurs de décision de l'ordre de 200 pieds. Et là ça devient problématique. Voilà. Cours nécessitant du Doliprane. Moi j'ai une question toute bête, parce que ça c'est une boule, on dit que c'est la Terre. On parlait justement de cette Terre aplatie, parce qu'en fait la vraie Terre elle est aplatie quelque part. Ouais, mais quasiment pas. Quasiment pas. C'est comme la trajectoire et le plan de l'écliptique, la trajectoire hélicoïdale autour du Soleil, de la Terre. On a l'impression tout le temps que c'est une ellipse vachement marquée, mais en fait c'est quasiment un disque. Ouais, d'accord. De toute façon on le voit sur les photos qui sont prises de suffit de l'espace. Quand tu vas sur Jupiter, tu vois bien que... C'est vrai que... La vraie question c'est qu'on a nos cartes qui sont plates, on a une boule, comment on met ça, tu la carte sur aussi, la boule, ça. Quoi. Il y a différentes façons de projeter la Terre sur une carte. Alors, oui, il y a différentes projections, mais alors vous voulez voir les alors déjà, je veux préciser juste un petit truc. Nous on veut rien voir, on veut comprendre. Alors, imaginez, moi on m'avait dit, imaginez une orange, essayez de la peau de l'orange, essayez de l'enlever. Elle est orange, de l'enlever puis de la mettre plate. Alors, vous allez voir ce qui se passe. Non, alors c'est pas exactement ça. D'abord, je vais faire une petite aparté. Une petite aparté. C'est si on essaye de la théorie, c'est que normalement ce qu'on va avoir sur les cartes, etc. Ça devrait être calé sur le WGS 84 avec un truc plus ou moins elliptique. Mais ça, quand on veut faire des calculs, c'est quasiment impossible. Faire des calculs sur un truc elliptique, une terre aplatie, c'est trop compliqué. Ouais, ça marche pas.
Si, ça peut marcher, mais on n'est pas des machines, c'est trop compliqué. C'est pour ça que pour faire les calculs latitude, longitude et la plupart des calculs qu'on est amené à faire sur les orthodromies, l'oxodromie et autres, tout ça on le fait à partir d'une Terre en considérant qu'elle est sphérique. Ah, ok. Ouais, en sachant que l'erreur que ça va intégrer là-dedans, c'est 30 cm pour 100 mètres, quoi. Ouais, ça va, c'est acceptable. Voilà. Compte tenu de la précision de ce dont on a besoin de faire, ça suffit largement, quoi. Voilà. Parce que on peut pas faire des calculs quand tout est hélicoïdal, là, c'est impossible. Complexe, ouais. Simplement, on va dire. Et quand on fait des calculs de navigation, ça a besoin d'être pas trop compliqué et surtout d'être fait rapidement. Ouais. Mais en fait, pas en bateau, quoi. Si on prend en fait une toute petite partie, on va réussir à faire un truc qui soit à peu près plat. On va considérer que c'est à peu près plat. Voilà. C'est surtout en fonction de la surface couverte et de l'échelle. Voilà. Alors, parce que c'est des projections, on n'essaye pas de mettre une feuille de papier au C'est le contraire, en fait. On prend un papier. Ah, c'est comme si on projette l'ombre, comme ça. Je sais pas si on voit l'ombre. Ouais, on voit l'ombre. Bah si, on la voit là-bas sur la feuille de papier. Là, on a l'ombre. Oui, mais alors non. Et on la projette dessus. Il y a différentes. Celle qui est utilisée à l'heure actuelle et qu'on retrouve dans toutes les cartes aéronautiques, c'est la projection Lambert, c'est-à-dire c'est la projection conique. Donc tu as un cône comme ça. D'accord. On met le papier dans un cône comme ça. Et on fait le chapeau. Voilà, tu fais le chapeau avec la terre. Alors on ne voit plus du tout ta boule. On ne voit plus, malheureusement. Mais en fait, à l'intérieur, le papier, lui, il est tangent donc à la surface de la Terre. Et donc à partir de, alors je sais pas si on peut voir grand chose là, la boule elle est dedans. Voilà. Donc on va imaginer qu'on a le papier comme ça, en cône posé par dessus. On a un parallèle de contact. Et donc à partir de ce cône-là, en partant du centre de la Terre, eh bien, on projette sur la carte. On n'essaye pas de tout faire coller la peau d'orange dessus. Voilà, donc ça projette ici, ça sort et ça projette là, et ici ça. Donc finalement, la précision, elle est que à l'endroit où ça touche. C'est là qu'on a la meilleure précision en termes d'orientation, donc pour avoir les routes, et en même temps en termes d'échelle. Alors savoir que sur une carte, l'échelle qui est mise, qui est donnée, elle est pour information. Parce que l'échelle, elle n'est pas constante sur une carte. Elle est constante le long d'un parallèle, mais elle n'est pas constante sur toute une tranche de parallèle donnée. C'est-à-dire, ça ne sera pas exact. L'échelle, elle est bonne, on va dire, autour du parallèle de contact. C'est une moyenne, quoi, quelque part. Ah, c'est pas vraiment... Oui, enfin... Et si on fait une projection comme ça, ça c'est Mercator, oui. D'accord. Donc, c'est Monsieur Mercator, il y a longtemps. Il avait pris la Terre comme ça, il a mis un papier comme ça, et en fait, il a projeté sur la carte, en fonction du centre, en venant du centre de la Terre, tous les continents. C'est pour ça que les cartes qu'on voit souvent, il y a le Groenland qui est aussi grand que l'Afrique, alors que c'est pas du tout ça, la réalité. Quoi. Alors ça c'est des cartes. C'est des erreurs. À la base, c'est les premières cartes. Les premières cartes. Voilà, c'est ça. Christophe Colomb, il a dû traverser l'Atlantique avec une Mercator. Une drôle de marque, hein. Non. Mais comment on va faire justement, parce que là on a parlé des. On n'utilise pas les Mercator, comme je vous ai dit, on utilise en aéronautique, c'est que du Lambert. Que du Lambert, et donc il y a plusieurs cartes Lambert qui sont projetées par rapport au parallèle. Ça dépend du parallèle. Donc on a une constante de cône qui existe, d'accord. Mais ça dépend, le cône il est plus ou moins aplati. Et on améliore encore la précision en faisant en sorte que, tout ça par calcul évidemment, on va pas mettre une feuille de papier collée. C'est ça, le ciel couvert qu'on voit des fois, c'est le papier. Tout ça c'est fait par calcul, et normalement c'est même séquent, il n'y a pas juste un parallèle de contact. On imagine que la Terre, on la coupe en deux endroits, le cône il coupe la Terre en deux endroits, ce qui fait qu'on élargit
Alors, est-ce que ça va revenir ou pas? Voilà, c'est revenu. Donc je disais, quand on pilote, si on veut aller dans une ou une autre direction, bon, c'est pas comme en voiture où il y a des routes, on va par là, on suit une route. Là, la route qu'on suit, c'est le cap. Alors ça me gêne. Ah, vas-y. Ça y est, on va l'énerver. Pour aller d'un point à un autre, non, mais c'est important parce que tout le monde mélange. C'est pour ça. Tout le monde fait le mélange. On parle de tiens, je vais là, je vais à tel cap. Oui, mais non, tu peux prendre un cap vers un point, mais s'il y a du vent travers, tu n'iras jamais au point. Voilà, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Tu es en train de me dire qu'on subit une dérive? On ne subit pas la dérive, on affiche la dérive. Dans l'avion, on suit à cap. Non, on corrige la dérive. Oui, on corrige la dérive d'un angle qui s'appelle en anglais, il ne s'appelle pas en français, ça n'existe pas. C'est le Wind Correction Angle. Ah, donc ça c'est cool, ça veut dire qu'il n'y a que les Anglais qui subissent voilà. la dérive. Ça c'est une bonne nouvelle. Ce que je veux dire, c'est que dans ton avion, tu as le cap, tu as juste ça. Quand tu veux aller d'un point A à un point B, d'accord, tu vas être amené à suivre une route. Un trait que tu peux tracer sur une carte. Par exemple. Mais dans ton avion, tu vois pas la route par terre. Non, tu vois pas la route par terre. Alors, s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de vent, tu vas suivre le cap de ta route mesurée. D'accord, s'il n'y a pas de vent, c'est le même. S'il n'y a pas de vent, c'est la même chose. D'accord. Mais s'il y a du vent, il faut calculer l'angle avec lequel tu vas te barrer de ta route. D'accord. Parce qu'au départ, on considère qu'il n'y a pas de vent. Donc, tu as pris le cap de la route. D'accord. Et donc, si le vent t'emmène, te décale, il va falloir corriger le cap. Donc, il va, ce qu'on appelle la dérive. Donc, il faut corriger d'un angle opposé à la dérive. Donc, en gros, dans le sens du vent. Et pour rester sur cette route. Donc, c'est pour ça qu'en fait, quand il y a du vent, parce que ça arrive jamais qu'il n'y a pas de vent du tout, en fait, un avion, pour aller d'un point A à point B, il vole toujours en crabe un peu. Il y a toujours une dérive affichée à droite ou à gauche. C'est comme les bateaux avec le courant. Bah oui, c'est pareil. Voilà. Même chose. Ok. Bon, c'est bien. Il y a des jeunes instructeurs qui sont dans le chat, ça va leur parler, du coup, ils vont pouvoir reprendre ça dans leur cours, tu vois. Donc, c'est-à-dire que quand on prépare un vol, on part de la route sur la carte. Petit à petit, ça nous amène à calculer un cap qu'on va suivre après dans l'avion. Le principe du log de navigation qu'on appelle couramment, c'est de prendre déjà les besoins. Je vais d'un point A à un point B, la route, je la mesure sur la carte, et après, à partir de ça, il faut en déduire la dérive. Si j'ai la dérive, je vais pouvoir mesurer la vitesse sol, parce que c'est pareil, le vent va faire que la vitesse de mon avion dans la masse d'air ne sera pas la même. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que mon avion, là, il a une vitesse dans la masse d'air. D'accord? Alors, tiens, voilà, la masse d'air. Mais c'est une feuille. La masse d'air. La masse d'air, elle est derrière. Mais l'avion, il voyage dans la masse d'air. Faut imaginer qu'on a un grand cube autour de l'avion. C'est ma masse d'air. Oui, mais j'ai pas de grand cube. Si, attendez. Non, mais là, j'ai un carton, alors c'est pas tellement une masse d'air. Non, on va faire un truc plus simple. On va dire la masse d'air, c'est là ce qui nous entoure. Et la masse d'air, en fait, elle est fermée par ta maison. Ok. Donc, l'avion, à la base, il a une vitesse dans cette masse d'air. Mais il n'y a pas de vent. Oui. Le vent, c'est quoi? Le vent, c'est une force qui déplace la masse d'air. Tu sais ce qu'on va dire? On va dire que la masse d'air, c'est le train. Et nous, on est l'avion dans le train. Donc le train ne bouge pas, la masse d'air ne bouge pas, il n'y a pas de vent. Et nous, on se déplace dans le train. L'avion se déplace dans le train. Dans un sens ou dans l'autre, par exemple. Et le train, si le train avance, ou recule en fonction du vent. Voilà. Donc si le train avance, c'est comme si le vent allait dans ce sens-là, et nous, si on va dans ce sens-là, on va plus vite. Bah oui. Par rapport au sol. Oui, et si on va dans l'autre sens, c'est le principe de dire j'ai du vent arrière, je vais plus vite en vitesse sol. Mais tu vas pas plus vite dans la masse d'air. Non. Ben non, parce qu'on marche toujours à la même vitesse. Et cette vitesse dans la masse d'air, elle s'appelle la vitesse propre. Voilà. Ou la true airspeed in English. La fameuse tasse. La fameuse tasse. Ok. Voilà. Pas confondre avec la tasse de café. Non, voilà. Le triangle des vitesses, nous dit Pétard, le triangle des vitesses. Ah oui, voilà. La Free Flight, il transpire là depuis le début du truc. Il dit, prenez des notes. Et donc, pour faire tous ces calculs à la main,
il existe un magnifique instrument qui s'appelle le computer. Alors, on est désolé, parce que là, on est en train de perdre tous ceux qui voulaient devenir pilote. Mais en plus, je sais, mais il me semble que j'en ai un là au computer. Ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce que qu'on parlerait technique à ce point-là mais... Donc là, tu vois. Non, mais on peut le montrer. Attends, je vais aller le chercher. Voilà. Moi, je vous ferai pas l'affront de faire. Non, mais on va pas faire un cours de computer. Mais je vais aller le chercher. Je crois que je dois l'avoir. Je vais revenir un peu. Donc, on est sur une carte et puis on veut aller d'un point A à un point B. D'accord? Donc, on suit une route sur la carte. Et tu nous as dit, s'il y a du vent, le cap il ne sera pas pareil que la route. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent influencer ça aussi? La précision d'affichage du cap. Il n'y a pas le magnétisme de la Terre aussi par rapport au compas ou après, oui, mais ça c'est un problème plus général, les lignes de flux magnétique à la surface de la Terre, voilà. Mais après, donc ça on l'apprend aussi en navigation. Voilà. Mais ça dépend en quoi on veut faire les calculs et en quoi on travaille. Si on a un instrument... la finalité c'est d'avoir un cap. En règle générale, pour faire des navigations de courte distance. On a tendance à avoir on a du magnétisme, donc on travaille en cap magnétique, mais voilà, parce que c'est-à-dire que la Terre, en fait, il y a un champ magnétique. Oui, il y a un champ magnétique terrestre. Et les lignes magnétiques, elles sont pas les mêmes par rapport à l'endroit où on est sur Terre. Mais les avions de ligne travaillent pas en magnétique quand ils volent en croisière. Non, bien sûr. Ils sont plus du tout en magnétique. Mais magnétique, c'est pour faire de la navigation, on va dire, aéroclub, en moyenne ou basse altitude et en VFR ou IFR, et encore même plus maintenant. Mais il y a une route magnétique à suivre. Bon, on la suit. Mais l'avion en lui-même ne travaille pas directement. Les centrales à inertie qui permettent sur lesquelles sont couplés le pilote automatique d'ailleurs, elles ne travaillent pas forcément, elles travaillent même en vrai, parce qu'elles travaillent en orthodromie directement, donc la route en fait elle va changer tout le temps. D'accord. La route vraie va changer, la route par rapport au nord géographique va changer tout le temps, à cause de la convergence des méridiens, mais en plus on va passer d'une ligne magnétique de déclinaison magnétique à une autre. Ah, déclinaison, c'est ça. C'est la déclinaison. C'est l'angle à un endroit donné entre le nord géographique, la direction du nord géographique et la direction du nord magnétique. D'accord. Donc ici en France, il est de combien à peu près en moyenne? Ça change. Ah, ça change déjà tous les ans. C'est pour ça qu'il y a des renouvellements de cartes, de cartes de navigation, parce que ça change. La documentation. La documentation, c'est ça qui est important. Tu prends les amis pilotes, c'est ça qui est important, c'est d'avoir de la documentation à jour. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Pardon, je suis sur ton pied. Ça va? Non, ça va. Bon, j'ai eu peur. Je l'ai pas. Il est dans le sous-sol. Voilà. Donc j'ai pas ici, je peux pas vous montrer. Il a la cave. Et alors, en France, d'après mes souvenirs, c'est dans les 2 à 0 degrés ouest, un truc comme ça. Ouais, quand t'es au-dessus de l'Irlande, t'es à 2 ouest, 2, 3 ouest. Après, par exemple, si aux États-Unis, c'est un peu plus même. Aux États-Unis, c'est quand même dans les 12-15 degrés. Après, ça dépend. Donc ça faut en tenir compte beaucoup. C'est pas comme les. Ouais, mais c'est pas comment dire. La variation, elle est pas linéaire et c'est pas comme les fuseaux horaires où ça augmente d'un côté. Non. C'est des lignes qui se rejoignent, qui c'est un peu comme le flux magnétique, il n'est pas pile poil linéaire non plus. Mais des grosses différences en fonction des continents quand même. C'est ça. Ah oui, d'un point, oui. Disons que ces lignes de même variation magnétique là ça se rejoint à des endroits. C'est pas. Il y a des endroits, voilà, je sais pas comment dire, mais c'est pas du tout linéaire et il n'y a pas de loi absolue. C'est juste des constatations, un peu comme on voit les lignes de pression atmosphérique sur les cartes météo. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est mesuré et pris en compte. Alors, mais ça change peut-être pas tous les ans, mais tous les 2 ans. Et quand on prend 1 degré de déclinaison magnétique, et ben ça change. On est obligé de changer toute la documentation, voir les cartes. Oui, c'est ça. Et alors, tu parlais de centrale inertielle.
Ouais, alors ça, moi je fais pas le cours là-dessus. Non, mais tu peux peut-être expliquer ce que c'est exactement, enfin, à quoi ça sert. À la base, ça incrémente ça sert à faire de la navigation en mesurant les accélérations sur les 3 axes X, Y, Z. Alors, voilà. Ça mesure les micro-accélérations. Et donc, après, c'est par calcul, par intégration. D'accord. Si vous vous souvenez des cours de terminale, on fait accélération, vitesse et localisation, distance. Donc, en fait, ça intègre les différentes accélérations. Et par intégration, on obtient la position de l'avion. Ok. D'accord. Et c'était précis, ça? Ben, ça, c'est relativement précis. Ça dérive d'1 degré heure, en moyenne. C'est pour ça qu'on y colle un GPS par-dessus. Donc ça, c'est ce qu'il y avait avant le GPS. Mais ça existe toujours. Ça existe toujours, parce que c'est quelque part, c'est là-dessus que c'est la référence. Enfin, c'est cette référence dont la précision va être améliorée avec le GPS, avec ILS-DME, avec quelqu'un parlait du DME tout à l'heure, c'est relativement précis. Parce que ça marche comme un radar de haute précision. Et donc les informations de cette centrale à inertie vont être finalisées avec ces moyens qu'on met autour. Et en fait, ça va servir de base pour le pilote automatique pour suivre derrière. Ouais. Mais la position, disons que cette centrale à inertie, elle est corrigée. Elle est corrigée avec le GPS, avec d'autres moyens qui affinent la précision. On la laisse pas dériver d'1 degré heure, quoi. Ouais. Oui, c'est logique. C'est logique. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, ça avance pas mal cette histoire. Oui. Bon, demain à 8h, le cours. Demain à 8h le cours. Si, ce qu'on peut faire, c'est une petite aparté rapide sur ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir revenir un peu sur la carrière sur Transal, parce que Patrice nous a emmené quelques photos. Ah, bah oui, il fallait dire, moi je sais voir ensemble les quelques photos qu'on a vues. Alors. Patrice à la plage. Pour ce faire, Patrice en 3 heures. Patrice fait de l'avion. Patrice l'avion. Je crois qu'on peut le voir en fait en faisant ça. Voilà. Et je vais c'est à l'époque où j'avais des cheveux. Donc ça c'est toi. Oui. C'est vrai, t'as eu des cheveux. Ah bah dis donc. Incroyable. Et c'est là. T'étais sur un petit MO5. Voilà, là c'est ma place et place navigateur avec tout le panneau des instruments qui m'étaient dédiés. Ouais. Et comme cela c'est sur le Transal Gabriel, alors j'ai pas la mémoire du jour précis. C'est pour ça qu'on voit il y a des papiers collés sur ce qu'il faut pas montrer. Ah oui. Ok. Il y a des trucs secrets. Oui, il y a des trucs qu'il ne fallait pas montrer. Et Gabriel, c'est quoi? C'est le Transal d'écoute. On pourra voir les différentes versions sur les schémas, là, les petites images. Là. Ah bah Lyon, t'étais souple et détendu là. Hein. Ah mais c'est toute une technique pour apprendre à dormir. Sûr de lui là. Là il est sûr de lui là. T'étais beaucoup plus jeune que les mecs qui étaient devant. Voilà, oui. Incroyable. Oui. Bon bah allez-y les gars. D'accord. Ok. Ça c'est quoi? C'est la guerre du Golfe? C'est les puits de pétrole? Ça c'est notre 2 ou 3 jours après la libération de Kuwait City. Moi j'ai déboulé en OPEX là-bas et ça c'est ce qu'on a vu quand on est passé sous le nuage noir de pétrole. Il fait en 15 secondes il fait nuit dans l'avion quoi. Ah ouais. Mais ça dure pas très longtemps. Moi je l'ai en vidéo pourrie mais et arrivé dessous c'est ce qu'on voyait, tous les puits en feu. D'accord. Ok. Alors tu peux nous commenter en même temps hein, les photos. Ça c'est notre avion garé devant la tour. Enfin une partie des installations, c'était pas la tour. Une partie des installations à Kuwait City. D'accord. Ça c'est le Boeing 747 de la British Airways qui était juste à côté. Ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste, ils l'ont cramé. Et pour quelle raison? Je sais pas. Les victimes collatérales. Je sais plus, à l'époque, je l'ai su, mais je sais plus. Il n'y avait plus de... Non, il y avait personne à bord. Il n'y avait plus de jelly.
Ça, c'est un hangar un peu explosé. Ok. Ça marche. Et c'était alors l'arrivée. Exemple de ce que pouvait faire le navigateur à l'époque, parce on s'est posé, on était quasiment en IMC à 3000 pieds. On voyait rien du tout et c'était hyper brumeux à cause des fumées de pétrole. Fumées, ouais. Et sur l'aéroport, il n'y avait plus aucun moyen de percer, il n'y avait que dalle, quoi. D'accord. Les Américains, ils n'avaient pas encore, ou les Français, de système ILS. Non, on n'avait rien du tout. Et le C-130, alors ça, après je commenterai ça, le C-130 qui s'est posé, il y en avait un C-130 qui était juste devant nous, il y avait quand même quelqu'un à la radio, il avait remis les gaz. Ah ouais, et nous, il était hors de question qu'on remette les gaz, donc le seul truc qu'on avait comme référence pour s'aligner sur l'axe de piste, on avait récupéré à l'époque, c'était la nouveauté, on était allé les chercher en Turquie, c'était des GPS, des Garmin 100. Oula, oui, donc c'était... Garmin 100, c'est un truc, t'as juste un petit écran, et en fait, ce que tu arrives à faire, si tu mets ta route, tu mets 2 points. Alors après, c'est pas la distance qui compte, c'est l'axe. Donc moi, j'avais mis 2 points à 20 nautiques, correspondant à l'axe de piste. Et donc, en fait, ça me faisait comme le log d'un ILS. D'accord. Et donc à partir de ça, ça m'a permis comme le log de l'ILS, de le garder au milieu, donner des caps au pilote et de l'axer. On avait quand même l'info de distance par rapport à mes 20 nautiques, on avait quand même une petite info de distance. Et ce qui a permis de faire une approche nickel dans l'axe et de se poser alors que les ricains venaient de remettre les gaz juste devant, quoi. Ouais. Par contre, quand on est J'aime bien du bricolage à la 7ème compagnie comme ça. Bah oui, franco-français. Ça marche. Mais ça marche, mais oui, c'est ça qui est formidable. C'est que ça marche, du petit bricolage franco-français comme ça. La piste était remplie de débris du hangar, que je vous ai montré là. Ah oui. Était farcie de débris et on avait une roue crevée à l'arrivée au parking. Pas grave. Train principal, ça nous limitait à 45 tonnes au lieu de 49 tonnes, mais comme on revenait pas à pleine charge, c'était pas gênant. Donc vous êtes reparti après avec la roue. Oui, c'est pas gênant. Bon, il faut la remplacer, mais il y a des tolérances techniques comme ça, et je crois que c'était de mémoire, je crois que ça te limitait la masse max à 45 tonnes. D'accord. Okay. C'était une limitation opérationnelle, c'est tout, mais c'était pas plus pénalisant que ça. Là, pour les amis de Twitch là, qui viennent de revenir, Patrice, il est à l'arrière, là on le voit. Hein. Voilà. Il est en train de superviser. On regarde, tu surveilles attentivement. Est-ce que tu as des anecdotes comme ça, de trucs qui se sont passés? Parce que tu parlais de voler dans la couche avec des trucs un peu touchy, un peu tendance, un peu... Est-ce qu'il t'arrivait peut-être, je sais pas, de te faire peur, de dire tiens là c'était chaud ou... Non, oui, mais alors c'était ma première OPEX en Centrafrique à Bangui. Ouais. Et à l'époque, j'étais pas navigateur opérationnel, j'étais pas lâché. Donc j'avais un parrain avec moi. Ouais. Et donc la mission du jour, c'était Bangui-Douala pour aller chercher à bouffer, parce qu'on allait se ravitailler les forces françaises, et on allait au Cameroun récupérer la bouffe. Comme on faisait du Tchad aussi, c'était pareil, mais là de Centrafrique... Et donc en fait, la bouffe arrivait d'Europe, était déposée, vous veniez chercher ou... Je sais même pas d'où elle venait la bouffe. Mais, mais bon, ça venait pas de Centrafrique. Quoi. et ce jour-là, il y avait une réserve de vol. Il n'y avait pas de radar. Pas de radar et en pleine période de FIT. Front intertropical. D'accord. Alors je sais pas si ça parle à tout le monde. Le front intertropical. C'est ce qui a fait disparaître le Air France là de Rio-Paris. Ils sont passés intertropicale et voilà, ils sont passés dedans, ouais. C'est des barrières comme les Pyrénées, mais de cunum infranchissables. C'est pas une perspective d'avenir de passer dedans. Et donc à l'origine, je dirais a posteriori, partir sans radar
Oui, oui, c'était pas une bonne idée. Dans ce genre de conditions, avec ce genre de conditions météo, c'est pas terrible. Donc à l'aller, tout s'est bien passé. Parce que déjà, il faisait jour. Donc c'était pas les conditions les plus orageuses, puisque c'est en fin de journée que ça a tendance à bourgeonner. Mais le problème, c'est qu'on est rentré de nuit. Ah. Et de nuit, tout allait bien. Donc sans radar, évidemment. Tout allait bien jusqu'à ce que, à l'horizon, tu commences à avoir des trucs qui flashent dans tous les sens. Puis alors, de l'horizon, de gauche ou de droite, c'était de partout. Et donc, au fur et à mesure qu'on avançait, tu voyais dans les flashs des éclairs, les nuages, ça les éclairait. Ah oui. Et donc, suffisamment pour prendre peur. pour voir la taille du nuage, du coup. Des trucs monstrueux que tu n'as jamais vu en France ni nulle part ailleurs, qui sont même pas dans les manuels de météo. Les cahiers sont trop petits, quoi. Et donc, l'idée, vu qu'on n'avait pas de radar pour éviter les centres actifs et faire de la cunnimbodromie, qu'est-ce qui restait? L'idée, c'était de descendre et d'essayer de passer en dessous dans les barbules. Oh. Et là, tu descends, et là, tu prends la carte. Et là, tu regardes, parce que c'est un peu montagneux, les reliefs en dessous, ils sont à combien? Parce que tu vas pas, à un moment donné, tu peux pas descendre comme ça, sinon tu vas manger la planète. Alors c'est un choix, soit le cunam, soit la planète. Alors, on a essayé de faire ni l'un ni l'autre. Puis à un moment, t'as les girafes aussi. Et il s'est trouvé que au niveau des barbules, on était à la tige sécu. On pouvait pas descendre, sinon il y avait la montagne. D'accord. Ouais. Et donc on pouvait pas passer. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc évidemment Et de nuit en plus. De nuit. Rien quoi. De nuit. Donc le trajet Douala Bangui, c'était sensiblement trajet est-ouest. Hein. Et donc la barrière de Cunimb étant nord-sud, à un moment donné, on n'a pas pu aller plus loin que 100 nautiques de Bangui. Ouais. D'accord. Et donc voilà, Vlatipak, on part. Alors on est parti vers le nord, je crois, pour faire un arc, un arc en distance, pas DME parce qu'on recevait rien. Parce qu'on était trop bas. Oui. Donc un arc à 100 nautiques pour essayer de tu sais, c'est comme le chien qui longe la clôture, hein, essayer de trouver un moment pour passer. Où passer. Donc ça va qu'on avait du pétrole. Le contrôle qui était en panique parce qu'il nous recevait plus. Et donc on a été contacté par un Air Afrique qui passait par là, qui lui nous dit il y a le contrôle qui est en panique parce qu'il vous a perdu. Enfin, le contrôle par radar, hein. Le contrôle juste à la radio, et nous on recevait plus rien. Oui. Donc en fait c'est le Centrafrique qui faisait relais radio. Ah oui. Et du coup, comment vous êtes sorti de ce truc-là? Vous avez trouvé une porte? Il y a eu un trou. À un moment donné, le pétrole, tu chauffes le pétrole. À un moment donné, le carburant, il n'y en a plus beaucoup. Et donc, il a fallu prendre la décision d'y aller. Et le premier trou qu'on a trouvé, on est passé. C'est fait un peu secoué, mais on est passé. Mais là, tu rigoles pas. Oui. Ben non. Non, là, tu rigoles moyen. Ok. Oui, et là, tu te dis, si un jour, moi, je suis chef, il n'y a pas de radar, j'y vais pas. Ouais. Parce que j'ai déjà vu ce que ça fait, j'ai déjà vécu la chose. Ouais. Ah, c'est pas terrible. J'y vais, mais j'ai peur. Donc ça, en fait, ça reste marqué... C'est le truc le pire que tu as vécu? Non, mais il y a des trucs... T'as pas le droit de dire. Voilà. Il y a des trucs que je raconterai pas. D'accord. Pas ici. Ok. Ça marche. Je vous propose de tourner la dernière page de l'émission, la question remise de gaz. Allez. Si vous voulez revenir sur certains points. Est-ce qu'on est revenu à l'antenne? Là, apparemment, on est revenu à l'antenne. Alors, désolé pour les coupures, pour les amis qui sont sur Twitch. A priori, il y a des sautes de réseau. J'ai rebooté la box au cas où, mais à mon avis, ça vient pas de là. C'est un coup des Russes. C'est possible. C'est possible. Non, mais je sais qu'il doit y avoir peut-être des travaux dans le coin d'internet ou du mobile, je sais pas. Mais bon, écoutez, là pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Et dans tous les cas, encore une fois, et vous qui suivez l'émission sur YouTube, vous pouvez témoigner dans les commentaires qu'il n'y a pas eu de coupure. Et je me vois en bouge là dans le. C'est ça. Donc ça passe. Et si tu avais 5 minutes, si ça intéresse les gens, on aurait pu leur montrer la partie ravitaillement en vol. Alors, j'ai essayé de l'intégrer, mais ça doit être un format spécifique vidéo. C'est MPEG, je crois. Eh ben oui, mais je crois qu'il lit que les MP4.
Là, je sais pas Je peux pas l'incruster. Ah, tout à l'heure, tu disais, tiens, on a vu un Jaguar. Oh, merci 0K qui vient d'offrir 5 abonnements à la communauté. À Cyrano, à Fatcat, à Lordgibus. Ah ben voilà, Lordgibus, tu peux remercier 0K, t'as un abonnement gratos. Aerosky 9901 et Hardman. Voilà. Merci beaucoup 0K, merci bien. Il a lancé un train de la hype niveau 2, n'hésitez pas à le faire avancer ce train de la hype. Hein. Faites en sorte que ça fonctionne. Et remise de gaz. Ouais, faut en question remise de gaz. Et puis on la je lance poserai ma question là parce que... Vas-y. C'est parti. T'as piqué la musique à Kiss là, quoi. J'ai piqué aucune musique. Alors, remise de gaz, tout à l'heure on a vu une photo de Jaguar qui était esquinté là. Ah oui. Ça, tu disais, tiens, il y a un truc à dire. Ça, c'est le Jaguar qui a pris un SA7 dans le cul. D'accord. Ah oui. Pendant la première vague d'assaut. Ah oui, carrément un SA7, oui. Oui. Donc il avait il était entreposé dans un coin du terminal T4. Il avait pu revenir à sa base. Oui, parce qu'il avait 2 moteurs. Ah bah heureusement. Mais oui, ça aurait été un Mirage 2000, c'était terminé, quoi. D'accord. Ok. Je vais essayer d'intégrer la vidéo du ravitaillement, mais je suis pas certain. On pourrait jouer la polémique, mais c'était une différence de stratégie entre les Anglais et les Français. Les Anglais, eux, avec leur Tornado, ils sont la technique que tout le monde fait maintenant, c'est-à-dire ils sont montés de façon à être hors de portée au moins des c'est quelqu'un qui nous avait expliqué ça ici une fois. C'était un général, un ancien général nous avait expliqué ça en fait. Les Anglais ils étaient à basse altitude. Non, c'est les Français. Et les Américains ils étaient à très haute altitude. Tu fais du haut bas haut. Tu montes en achat. Tu plonges sur l'objectif, tu traites l'objectif, tu détruis tout et tu remontes pour te mettre hors de portée. Les Français, Jaguar, c'était pas la doctrine. La doctrine, c'était de façon, tu vois les cow-boys et les Indiens. Ouais. Bon, ben voilà. Chargé. On charge. Mais non, mais il nous a expliqué que les tornados, ils faisaient pareil aussi, basse altitude. Et en fait, les Iraniens, ils se mettaient juste comme ça, ils faisaient une pluie de balles à la Kalachnikov vers le haut, en fait. Entre guillemets, et comme les avions étaient à basse altitude, ils passaient dedans, quoi. Tu vois, ils savaient que l'avion il passait là, ils faisaient une pluie comme ça verticale, et les Anglais ils passaient dedans, c'est ce qu'ils nous avaient expliqué. C'est comme ça qu'on avait vu des Anglais qui avaient été faits prisonniers par les Irakiens à l'époque. Ouais, non, il veut pas lire la vidéo. Hein. Il veut pas lire la vidéo du ravitaillement. Ah. Ouais, c'est du MPEG, je pense que c'est un format qui est un peu ancien, il aime pas. Il aime le MP4, lui. Voilà, comme ça. 4. Ok. Bon. Malgré les coupures, une fois de plus, c'était très intéressant, enrichissant. Bon, merci Fred. Merci Fred. Merci Patrice aussi, hein, parce qu'il est venu nous voir. Ben oui. Et parler un petit peu. Ah non, c'était pas un cours, c'était une initiation, on va dire. Voilà. J'espère que j'ai pas dégoûté trop de monde. Non, ça a été, hein, les amis. Vous pouvez applaudir Patrice hein, quand même. Hein. Vous pouvez y aller, hein, vous avez les points de chaîne pour ça en plus. Donc n'hésitez pas à le faire. Et donc du coup, tu enseignes toujours. Voilà. Mais quand vas-tu t'arrêter? Jamais. Voilà. Jamais. Et non, tant que je ne suis pas à temps plein, tout va bien. Ah oui, il faut sélectionner. Tant que j'ai du temps de libre entre les périodes de cours, c'est parfait pour moi ça. Ok, très bien. Alors tu faisais c'est du paramoteur, tu faisais? Non, du parapente. Du parapente, ouais, c'est ça. Pas de moteur. Et sans moteur. Et t'en fais toujours? T'en fais toujours. Ah okay. bah voilà. Oui. Ah bah voilà, faudra que tu reviennes nous parler de vol libre. C'est ce que tu fais. Oui. Tu veux, on pourra parler de vol libre. Ah oui. Ah bah tiens, voilà, on pourra faire ça. Merci Lioff, merci 0K, merci Cynthia Hero, merci Patrick. C'est Patrice. Cynthia, regarde. Voilà, ça va Patrick. Très intéressant. C'est Patrice Chirac. Ah non, Marinaro. Non, c'est pas le même. On va parler. Alors déjà, merci Patrice. Déjà, ils te remercient tous. On te retrouvera pour parler parapente ou peut-être pour parler aussi d'autres choses. Pourquoi pas en perfo. On va faire de la bac.
Voilà. Non, mais là, je vais avoir des suicides sur la conscience. Merci Patrice. Patoche, ça ira mieux. Ah, ils disent Patoche, ça va. Ouais. Ok, tout va, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup de ta venue, ça fait plaisir. Et puis c'est marrant de revoir des petites images comme ça, de retracer une carrière. C'est dommage, je verrai si je peux pas transformer pour une prochaine fois. Ouais. Parce que le ravito, c'est sympa à voir, surtout filmé de l'intérieur. D'accord. Et c'est pas très courant d'ailleurs de voir ce genre d'image. Ouais. Ah bah oui. Et surtout que moi j'ai fait toute ma carrière que sur des transats ravitailleurs. Après on avait en OPEX on avait évidemment de tout type d'avions, les ravitailleurs, y compris les non ravitailleurs, mais c'est un petit truc en plus quand même le ravito. Je voudrais souligner un truc ce soir, c'est que tu vois Patrice, un peu comme beaucoup, comme moi, comme toi aussi, on voulait être pilote de chasse, puis finalement on arrive à vivre de sa passion quoi, et de vivre dedans et puis d'être payé pour ça. Bah oui. C'est ça qui est bien quoi. Il faut rien lâcher. Non, faut rien lâcher. Même si on n'a pas, parce que c'est quand même une élite, comme tu le disais, d'être pilote de chasse. C'est pas ouvert à tout le monde, tout le monde peut pas l'être. Et puis, mais il faut tenter. Mais il y a plein de choses qui sont intéressantes. Mais après, si on réussit pas, c'est pas pour ça qu'on rate la vie, quoi, justement. Tu t'éclates dans ce que tu fais. Voilà, c'est ça. Et comme je disais, moi je me suis aperçu que j'aurais été malheureux pilote de chasse. Parce que c'était pas du tout mon caractère. Voilà. Voilà. C'est ce qu'il y en a qui disent, qu'il y en a qui parlent beaucoup et qui boivent peu, et il y en a qui font l'inverse. Voilà. Choisissez votre catégorie. Voilà. Bon, bref, consommez avec modération. Les amis, on va parler du programme de la zone aéro, parce que je vois tout le monde sur les joyeux Noël. Attendez, c'est pas fini. On doit parler du programme de la zone aéro de janvier. Attends, on l'a terminé là. Ah, il est 10h30, ils vont aller se coucher. Bah oui, bah, nous aussi. Hein. Bonne fête de Noël, Marinette. Oui, bah alors attendez, parce qu'on va parler du programme de la zone aéro. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous a concocté pour le début 2025? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Regardez bien, hop, on incruste tout. On va démarrer par un push-to-talk. Ça va être la première émission de la zone aéro de l'année 2025. Ça va être le lundi 6 janvier, donc deuxième semaine de la rentrée. Le 6 janvier, on va retrouver les chroniqueurs qui vont aborder un sujet. Si vous voulez connaître ce sujet, je vous invite à rejoindre le Discord. Voilà, merci. Hop, tu vois, ça vient d'apparaître, c'est magnifique. Discord de la zone aéro, vous rejoignez et il y a le canal Push to Talk. On va rappeler que cette émission Push to Talk est une émission qui vous donne la parole. Vous êtes pilote, vous êtes passionné, vous pouvez venir discuter avec les chroniqueurs sur chaque émission Push to Talk et il y a un sujet spécifique qui est abordé et l'antenne est ouverte pendant 2 heures. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Voilà, on échange, on parle de plein de sujets différents avec les chroniqueurs. Vous pouvez contacter Julot évidemment sur la modération si vous voulez avoir un peu plus d'informations ou alors Stéphane, MLN 208 ou The Flying Frog, à savoir Pierre. Il gère ça d'une main de maître, donc pas de problème. Première émission, retenez bien, le 6 janvier à 20h30 dans la zone aéro, c'est un lundi soir. On continue. Le 9 janvier, cette fois-ci, on fait un petit bond de 3 jours. C'est un mercredi soir à 20h30, du militaire au civil. Ça va te parler, ça, Patrice. On aura le plaisir d'avoir avec nous Laurent Roux. Laurent Roux, qui est un ancien pilote d'AWOX, qui a fait carrière, qui était sous contrat. Tu le connais ? Ça te parle, non? J'essaye de voir la tête. Si... Laurent Roux. Parce que les noms, je les retiens pas, mais un visage, c'est plus facile. Voilà, ben c'est lui. Il a été donc qualifié pilote de transport et pilote sur AWOX. On va faire un retour avec lui sur sa carrière. Et puis, on parlera de sa reconversion civile, puisqu'il est aujourd'hui instructeur examinateur dans une école de pilotage. Donc, rendez-vous avec Laurent le 9 janvier à 20h30. C'est un mercredi soir dans la zone aéro. On sera avec Cynthia aussi pour... cuisiner un petit peu Laurent. On continue ensuite avec le 15 janvier 2025. Ça va plaire à Fred, ça, puisque on va parler d'association. On en a parlé avec Daniel il n'y a pas très longtemps. Là, aujourd'hui, on parlera de l'association Rêve de Gosse. D'accord, on va parler avec un tour aérien, Rêve de Gosse. Qu'est-ce que c'est que Rêve de Gosse? Quel est le fondement, les principes de cette association? On aura avec nous Guillaume Limouzy, qui est le vice-président et directeur des vols adjoints, et on parlera notamment du
tour Rêve de gosse 2025, puisque les différentes étapes ont été publiées il y a peu de temps. Donc Guillaume viendra nous voir et nous parler du mélange justement entre les enfants, leurs rêves, la passion et puis tout ce qu'ils font en tant que bénévoles autour de Rêve de gosse et de faire voler des enfants. On continue et avec le vendredi 17 janvier. Alors attention, ça sera 19h30. Vous savez, des fois il y a 20h30, 19h30, là ce sera 19h30. Le 17 janvier 2025, on retrouvera Mathieu de la Bourdonnais qui reviendra nous voir et qui va nous faire une petite leçon, appelée comme ça. Leçon de vol aux instruments. Donc voilà le topic. Si tu te poses encore la question de savoir comment ça m'intéresse grandement. Voilà, réussissent à viser la piste à travers les nuages, cette session est faite pour toi. Mathieu viendra t'expliquer les principes des approches au vol aux instruments. Et on le connaît dans sa manière de vulgariser les choses. On retrouvera Mathieu avec des formules. Il faudra le demander à Mathieu, mais je ne pense pas. Voilà, je pense qu'on restera dans une petite initiation. Voilà, pratique, oui. Voilà. Donc le 17 janvier à 19h30. On continue le 22 janvier 2025 à 20h30. C'est un mercredi soir, deuxième rendez-vous push to talk du mois. Avec toujours pareil, les chroniqueurs, rejoignez-nous dans le Discord. Venez échanger, les sujets seront publiés très prochainement. Mais retenez que c'est le 22 janvier 2025 à 20h30. Puis, on arrive sur la fin du mois. On va continuer de parler d'association, on parlera d'Aviation sans frontières. Ah oui. L'association que vous connaissez à travers Gérard Felzer, qui est iconique dans ce milieu-là. Et nous aurons le plaisir de recevoir Christophe Escribe, qui est pilote instructeur, mais également TRI, donc Type Rating Instructor, examineur, sur Cessna Caravan, les avions qui D'accord, qu'on voit derrière. Et il a fait moult missions en Afrique pour Aviation sans frontières. Donc il viendra nous voir pour faire un petit retour d'expérience sur les missions humanitaires de Christophe en Afrique. Et puis, au-delà du quotidien de pilote, on parlera aussi de l'avion, de la formation sur cet avion, quelles sont ses particularités, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cet avion-là, et puis plein d'anecdotes sur ce qu'il a vécu en tant que pilote et instructeur sur les fameux Cessna Caravan d'Aviation sans frontières. Je connais des pilotes. De Caravan ? Oui, Aviation sans frontières aussi, qui sont revenus de cette expérience très enrichissante pour eux. Voilà, et voilà. On verra le point de vue très intéressant. Qui sera avec nous le mercredi 29 janvier à 20h30. C'est pas mal comme programme. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est le programme de la zone qu'on vous propose. Ça me fait penser, je vais en parler maintenant, parce que 29 janvier, 30, 31 janvier, donc du 31 au 2 février, il y a le salon des métiers aéronautiques au Bourget, à Paris. Comme chaque année. Donc, si vous voulez vous renseigner concrètement sur les différentes formations dans l'aviation, allez au Bourget. C'est un grand salon avec toutes les écoles de pilotage. Donc, vous faites faire des devis partout. Voilà, comme vous allez vous renseigner. Alors, c'est des écoles en France, c'est aussi des écoles à l'étranger, comme aux États-Unis, au Canada, beaucoup. Ouais. Donc vous aurez tout un panel vous pourrez faire votre choix, vous aurez tout un panel avec les différences, ce qui est mieux pour vous, ce que vous voulez, etc. Vous aurez tous les renseignements. Donc, voilà, donc fin janvier, à Paris, au Bourget. Voilà. Écoutez les amis, on arrive au terme de cette émission. On va remercier encore une fois Patrice d'être venu nous voir. On sent l'appel de la start-up. Alors, là. Ma petite question là, oui. Alors c'était quoi la question ? Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé là ? Alors la question c'était quel est le lien entre donc John Gillespie McGee, qui a écrit le magnifique poème High Flight, au vol, en fait, et les têtes brûlées. C'est que parmi les têtes brûlées, donc un collègue de Poppy Boynton, qui s'appelle Christopher McGee, était le cousin de John McGee. Donc lui, c'était pas le cousin en direct, mais voilà, dans l'escadron, c'était un cousin. Voilà, donc tu vois, Fred Duterrage. Je dis les noms. Fred Dutt était très proche. Donc voilà. Donc il y en avait un qui pilotait des Corsair dans le Pacifique Sud et son cousin pilotait Spitfire en Angleterre. Neveu et oncle. Et qui a fait un très beau poème. Je vous invite vraiment à le lire. C'est un très beau poème. Ok. Écoutez les amis, on arrive au terme de cette dernière émission de la saison.
avec le petit sapin qu'on va enlever après. C'est Noël. Enfin, que le Papa Noël sera passé. C'est Noël. Merci Patrice d'être venu nous voir, ça fait plaisir. Et tu vois, il y a Lioff qui dit parler du parapente, ça a l'air hyper intéressant. Ah oui. Donc tu vas être obligé de nous faire un cours sur la voilure, la finesse. Combien d'heures de vol, si on peut dire ça comme ça, parapente? Il compte pas. Je compte pas. Tu dois avoir une sacrée expérience du coup. Là. Non. Est-ce que tu as pensé à traverser les fameux cumulonimbus en parapente? Voilà, non, je suis encore trop jeune pour mourir. Parce que toi, quand tu montes, tu croises les glaçons qui descendent et ça pique. Ouais, ça pique. C'est bien, tu tentes le verre, mais non. Donc, on a parlé... Alors oui, ici, je vais juste vous rappeler aussi les replays, les derniers replays qui sont sortis. Il y a Daniel, il y a donc sur le patrimoine, et il y a Nicolas Daubert, c'est le dernier, il est sorti cette nuit. Donc, il est disponible, Nicolas Daubert, ancien pilote de Canadair, de Tracker, et aujourd'hui on a parlé des technologies contre les feux de forêt. C'est en replay sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, vous avez ça dans les vidéos en dessous. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, le YouTube, on en a parlé, relais des vidéos, n'hésitez pas à relayer encore une fois les vidéos de la zone aéro sur vos profils, auprès de vos proches, dans vos clubs, n'hésitez pas à le faire, c'est comme ça que la communauté grandit. Les fameux réseaux sociaux qui vont apparaître dans le chat dans un instant, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, on essaie d'être un petit peu partout et on publie les sujets et on essaie de vous tenir au courant du programme jour par jour. Donc n'hésitez pas à vous rejoindre en fait les réseaux sociaux. N'hésitez pas à rejoindre le Discord également où on discute, on échange. Et il y a Run to the Sky qui fait aussi des sujets aéros chaque semaine sur le Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre. La boutique pour tout ça. Hein, voilà. Ouais. Les petits mugs, les stylos, les stickers, les polos. Voilà, parce que des polos, il y en a aussi. Donc, c'est aussi un moyen de nous soutenir en vous équipant aux couleurs de l'émission. Et puis, la page Patreon pour nous soutenir aussi d'une autre manière. Mais voilà, l'idée, c'est de continuer de vous produire des contenus qui sont intéressants, de rencontrer des gens, des visages, de parler de l'aviation au sens large du terme. Bien, on arrive au terme de cette émission. J'avais prévu un petit jingle de fin pour Noël, mais visiblement il ne veut pas se lancer non plus. C'est pas la journée de la technique aujourd'hui. Donc on va faire sans. On va lancer le générique dans un instant. Restez avec nous. On va basculer sur une chaîne. On va voir qui on raid. On va le lancer. Et comme d'habitude, vous avez les petits pictos de la zone aéro. Je vais vous montrer. Vous faites des copier-coller de ces petits pictos et vous envoyez sur la chaîne sur laquelle on arrive. Comme ça, ils ont des avions de la zone aéro partout. Et puis, je vous chante très bien le petit Papa Noël de Tino Rossi, mais je me souviens plus bien des paroles. Tu savais plus les paroles? C'était quand j'étais petit. On va faire sans. On vous publiera sur les réseaux sociaux, sur YouTube, le petit jingle de fin qu'on vous a préparé pour Noël, voilà, qui fait une trentaine de secondes. J'aurais bien voulu passer là, mais on peut pas. Non, il ne marche pas. Non. De quoi? Alors appuie peut-être sur le bouton, non? Il ne marche pas. Sur le truc, non, il veut pas se lancer. Et tu vois, même si je fais, on va essayer de le faire une dernière fois en direct, mais je suis pas certain que ça fonctionne. Tac, je prends ça, hop, je fais OK. Ah, peut-être que si. Alors bougez pas, hop. Là, vous devez nous entendre. On va lancer avec la musique et puis voilà, on va l'enlever après. Toc, je fais ça. Propriété audio. Toc toc toc, ça arrive, hein, bougez pas les amis. Monitoring est sorti, voilà, il devrait y avoir le son, on se retrouve tout de suite. Des années d'entraînement. T'as pas bu ta bière? Ton café. C'est du café à la télé. Question tout le temps. Voilà. Allez, joyeux Noël à tous. Vous avez vu le générique de presque fin. Bonne fête de Merci fin les d'année. amis, bonne fête à vous deux, bonne fête à vous dans le chat. On se donne rendez-vous en 2025. Pas trop d'excès, hein, attention. Hein. Bah ouais. Pas trop d'excès. En tout cas avec prudence. Alors celui qui conduit ne boit pas, bien sûr. Évidemment. Hein. Attention aussi pour ceux qui volent. Attention si vous ouvrez les huîtres aussi, hein, parce que...
Les conseils. Merci, Nico. Allez, merci l'équipe, vous êtes au top. Merci 0K, merci à toutes et tous. Merci pour votre fidélité encore une fois pour cette saison 2024. 2025 revient en force. On a beaucoup d'invités à venir, vous l'avez vu sur le programme de janvier, mais aussi pour la suite. Merci et à la prochaine. Ciao, bye bye. La zone aéro, l'émission. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. La zone aéro, l'émission. La zone aéro, l'émission. Welcome aboard, approximately 2 hours.